Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. Nous sommes encore et toujours Anna et Fanny. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à une des comédies musicales, on va dire, majeures de l'histoire de Broadway, une comédie musicale de 1959 qui s'appelle Gypsy, dont le titre complet est Gypsy, a Musical Fable. Oui, c'est vraiment un énorme classique, une œuvre très très connue aux États-Unis, mais qui l'est un petit peu moins en France. Donc, qu'est-ce que c'est Gypsy ? Eh bien, c'est l'adaptation des mémoires de Gypsy Rose Lee, qui sont donc parues en 1957 aux États-Unis et qui ont été tout récemment traduites en français en 2024. Et Gypsy Rose Lee, de son nom de naissance Rose Louise Ovick, c'est une performeuse américaine qui est née en 1911, à peu près, on y reviendra, qui est décédée en 1970 et qui a connu une carrière fabuleuse à la fois sur scène et au cinéma, qui a été tour à tour performeuse de vaudeville, danseuse burlesque, stripteaseuse, actrice de cinéma et même autrice de théâtre et de polar. Vraiment une carrière, on va dire, prolifique. Donc elle est très connue, voilà, pour ses spectacles de striptease qui étaient censés être particulièrement classe, etc. Et elle apparaît dans plusieurs films, dont Stage Door Canteen en 1943. J'ai regardé, on peut trouver l'extrait sur YouTube, dans son propre rôle, où on la voit faire un de ses numéros de striptease, mais bon, on est à Hollywood dans les années 40, donc c'est une version très édulcorée. Elle enlève un demi-gant, c'est ça ? À peu près, ouais. Mais elle enlève ses sous-vêtements, mais sous ses habits, tu vois. Bah, en même temps, c'est assez habile de sa part, parce qu'elle fait chute comme ça, mais du coup, elle est pas dénudée du tout. Et donc, Gypsy, la comédie musicale, elle raconte une partie de sa vie, en fait, la partie de ses tout débuts sur scène alors qu'elle était encore enfant, jusqu'à son arrivée à Hollywood au milieu des années 1930, enfin, au moment où elle va être débauchée par Hollywood, si je me souviens bien. Et en fait, ça permet de suivre l'histoire du spectacle américain sur cette période, qui est aussi un peu une période de transition. Oui, et ce portrait de Gypsy Rose Lee va être aussi raconté à travers un portrait de la mère de Gypsy, qui s'appelle Rose, qui est donc une stage mom, la stage mom absolue, qui veut absolument faire de ses filles Louise, donc qui deviendra plus tard Gypsy, et June, des stars du vaudeville. La comédie musicale commence au tout début des années 20 dans le circuit vaudeville. Donc, on rappelle que le vaudeville, c'est ici à entendre dans son sens américain, donc ce type de divertissement composite qui est très en vogue aux États-Unis depuis la fin du 19e siècle, qui mêle à la fois chant, danse, théâtre, numéros d'animaux. Et dans ce type de divertissement et aussi ce type de scène, parce que évidemment au vaudeville correspondent aussi un certain type de théâtre, eh bien, sur les scènes vaudeville, les child acts, donc les numéros d'enfants, sont assez nombreux. On avait déjà parlé de Fred Astaire, qui commence lui aussi enfant sur les scènes de vaudeville au début des années 1900. Et Judy Garland également, avec les Gum Sisters, avant qu'elle s'appelle Judy Garland, elle était évidemment Frances Ethel Gum. Et elle aussi avait commencé sur les scènes de vaudeville avec ses sœurs. Dans les numéros proposés donc par Louise et sa petite sœur June, apparemment, enfin en tout cas de ce qu'on en connaît par les recréations, on va dire, dans la comédie musicale, June chante et danse, et Louise danse, fait de la figuration autour de sa sœur, c'est pas très clair, mais elle est clairement un faire-valoir de sa sœur, on y reviendra. Pour faire un petit point sur, on va dire, la vie réelle de ces personnes, ensuite on va vraiment rentrer dans l'aspect fictionnel, la psychologie des personnages, etc. Mais je voulais quand même noter que quand on lit la fiche Wikipédia de Rose Thompson Ovick, donc la mère de Gypsy Rose Lee, on hallucine totalement, soyons clairs. Dans une deuxième partie de carrière, après avoir été donc manager / stage mom, elle a tenu un bordel lesbien, figure-toi. Mais là, ça c'est juste un petit détail amusant. Mais elle aurait tué sa maîtresse. Lorsque cette maîtresse aurait dragué sa fille, aurait dragué Gypsy en fait. Mais l'affaire a été couverte, je pense, parce que Gypsy Rose Lee était célèbre, enfin voilà, une histoire un peu comme ça. Mais sachant que ce n'était pas le premier fait d'armes de Rose, puisque auparavant, elle aurait poussé le directeur d'un hôtel par une fenêtre, et aussi fait une tentative de meurtre sur le jeune homme qui a épousé sa fille June. On va reparler de ça parce que ça fait partie de l'intrigue de la pièce. Donc une femme à la vie complètement hallucinante. Donc quand on voit Gypsy, on ne voit pas la moitié de ce qu'a fait Rose. Et je voulais aussi spécifier que la petite sœur June, donc dans cette histoire, en fait, elle aussi va devenir célèbre dans la vraie vie,
puisque c'est la future actrice hollywoodienne June Evock. J'avais jamais fait le rapprochement avant, alors que je vois bien qui c'est, June Evock. Et dans le genre tout se recoupe, June Evock, elle était dans Pal Joey à Broadway en 1940 avec Gene Kelly. C'est là qu'elle elle s'est fait reconnaître au théâtre. Et en plus, Pal Joey, c'est une comédie musicale dans laquelle il y a une chanson qui s'appelle Zip, qui parle de striptease et qui évoque Gypsy Rose Lee. Donc il y a un truc complètement mind-blowing sur ce mélange de la vie et du théâtre, on va dire ça comme ça. Alors, donc, on en revient à la fiction, à la pièce adaptée de la vie de Gypsy et de sa mère. Qui sont les créateurs de cette comédie musicale Gypsy? Alors, l'idée originale vient du producteur David Merrick lorsqu'il lit justement les mémoires de Gypsy Rose Lee qui viennent de sortir, puisque c'est 57 les mémoires et 59 la pièce, donc ça va très vite. Tout de suite, il embarque Ethel Merman pour le rôle de Rose. Qui est Ethel Merman? C'est vraiment une figure majeure de la comédie musicale dont finalement on a très peu parlé dans le podcast. Oui, donc Ethel Merman, c'est une chanteuse et actrice de comédie musicale qui va s'illustrer dans le genre de la comédie musicale à la fois à Broadway et à Hollywood dès le début des années 30. C'est vraiment, va mener les deux de front dès les tout débuts du genre au cinéma. Elle est connue pour sa voix hyper puissante et son fort caractère. C'est vraiment une de ces belteuses typiques. Je crois qu'elle était très connue pour se faire entendre jusqu'au dernier rang du balcon sans micro. Elle commence donc sur scène au début des années 30 dans la comédie musicale Girl Crazy de George et Ira Gershwin, donc en 1930 pour la version scénique, aux côtés de Ginger Rogers, qui aussi commence dans cette comédie musicale. Elle est rapidement repérée par Hollywood, à l'époque où les studios qui passent au parlant cherchent plein d'interprètes sachant chanter. Donc elle va faire quelques films à la Paramount, puis à la Fox, et à cette époque-là, elle joue vraiment aux côtés des plus grandes stars masculines, que sont Bing Crosby, Eddie Cantor, et elle fait ça tout en continuant, vraiment en parallèle, sa carrière à Broadway. Et la vedette de comédies musicales qui seront des immenses classiques. Je pense par exemple à Anything Goes de Cole Porter en 1934, ou quelques années plus tard à Annie Get Your Gun d'Irving Berlin en 1946. À partir de la fin des années 40 et début des années 50, elle va plutôt se concentrer sur la scène, va ensuite continuer à la télé, on va dire une carrière assez typique des acteurs de comédie musicale de la période. Je pense que si on en a peu parlé dans le podcast, pour le moment, c'est surtout que sa carrière cinématographique va se concentrer sur les années 1930 et dans des studios dont on parle pas beaucoup pour les années 30. Voilà, Fox et Paramount, c'est vrai que c'est des studios dont on parle moins, en tout cas quand on pense à la comédie musicale des années 30. Mais malgré tout, on peut citer un film des années 1950, notre grande période à toutes les deux, on va dire. Un film qui s'appelle La Joyeuse Parade, qui en fait, moi, est le seul film d'Ethel Merman dont je me souviens bien. Et donc, La Joyeuse Parade, c'est un film de 54, si je dis pas de bêtises, un film de Walter Lang avec Don Daly, Donald O'Connor et Marilyn Monroe. C'est une histoire de... Si tu l'as pas vu, c'est vraiment... Ok, non, je le connais pas. Sur une histoire de monde, de famille du show business. Okay. C'est là où on chante There's no business like show business. No, c'est la version d'Ethel Merman qui est assez connue. Ah, celle qu'on entend dans All That Jazz? Oui, je pense que c'est ça là, carrément. C'est sympa, il y a Mitzi Gaynor aussi, voilà, ils sont tous des frères et sœurs qui ont un acte, et t'as Marilyn Monroe qui est imposée par le producteur de la revue et qui arrive, tu vois, qui est Marilyn Monroe, quoi. Oui. Non, franchement, c'est cool comme film. Donc, c'est sympa de le montrer au ciné-club, si jamais, un jour. Bah oui, pourquoi pas. Okay. Ça doit faire partie de ces films pas disponibles. Bref. C'est ça. On s'égare déjà. Non, mais ça serait bien. Et ça serait bien aussi de faire Anything Goes et Annie Get Your Gun. Il y a encore plein de classiques qu'on n'a pas fait encore dans le jazz. On en a encore pour des années. Vraiment, vous en aurez marre de nous. Plus vite que nous, on en aura marre de faire ce podcast, je pense. Donc, reprenons sur Gypsy. David Merrick, donc le producteur, et l'autre producteur, Leland Hayward, vont embaucher Jerome Robbins pour la mise en scène et la chorégraphie. Puis ensuite, Arthur Lawrence pour le livret. Donc, deux personnes qui ont travaillé sur West Side Story, juste avant, en fait, parce que West Side Story, c'est 57. Apparemment, Betty Comden et Adolph Green auraient été envisagés pour écrire ce livret. Ils y auraient même travaillé, mais auraient rapidement laissé tomber. Mais je ne sais pas pourquoi. Et aussi pour la musique, deux grands compositeurs qu'on vient de citer, en fait, ont été envisagés, Irving Berlin et Cole Porter, mais ils ont tous les deux refusé. Jerome Robbins va recommander Stephen Sondheim pour la musique et les paroles, parce qu'il avait travaillé, comme vous le savez, sur West Side Story en 1957 avec Arthur Lawrence.
Il avait aussi déjà écouté sa composition pour A Funny Thing Happened on the A Way Funny to the Thing. Forum. J'étais quelque chose sing. A Funny Thing Happened on the Way to the Forum. Même si bon, la pièce n'est pas encore montée, elle ne le sera qu'en 1962, elle était déjà écrite. Donc voilà, Robin s'est convaincu qu'il ferait tout à fait le job, mais Ethel Merman ne veut pas faire confiance à Stephen Sondheim pour le moment parce qu'elle ne le juge pas assez expérimenté. Et oui, c'était trop un genou. Et c'est donc Julie Stein qui est choisie. Lui, pour le coup, un auteur très expérimenté, qui avait déjà travaillé pour le cinéma et pour le théâtre. Par exemple, il a fait la musique de Anchor's Away, le film de 44 avec Gene Kelly et Frank Sinatra. Il a fait la musique des Hommes préfèrent les blondes, donc la pièce de 49 qui va être adaptée au cinéma en 53. Le film My Sister Eileen en 55, dont on a parlé il y a très très longtemps là aussi dans le podcast. Il a fait aussi la musique de Bells Are Ringing en 56, adaptée au cinéma en 60. Et ensuite, après Gypsy, il continuera de faire des succès, dont notamment le très très célèbre Funny Girl ou encore Sugar. Sondheim, du coup, on lui propose finalement de ne faire que les paroles de Gypsy. Il hésite à refuser d'être simple parolier parce qu'il a peur qu'on le cantonne à ça et de ne pas pouvoir devenir compositeur à part entière. Mais le mentor de Sondheim, Oscar Hammerstein, le convainc de faire le projet parce qu'il lui dit que ça sera l'occasion de travailler avec une star comme Ethel Merman. Alors, cette pièce, donc cette création de 1959, donc la pièce ouvre le 21 mai 1959 au Broadway Theatre et elle sera jouée 702 fois et elle est ensuite suivie par une tournée nationale de 9 mois avec toute la troupe, dont Ethel Merman qui participe à la tournée jusqu'à sa fin en 61. Et ce sera le dernier rôle original qui sera créé pour elle. La pièce reçoit 8 nominations au Tony, mais n'en obtient aucun. Puisque cette année-là, en fait, les deux œuvres qui remporteront le plus de prix, et notamment celles qui auront un prix double, un Tony Award double de la meilleure comédie musicale, c'est Fiorello et La Mélodie du Bonheur. Ethel Merman est notamment nommée comme meilleure actrice principale, mais elle perd face à Mary Martin, qui est donc l'interprète de Maria dans La Mélodie du Bonheur. Et Merman aurait commenté « You can't buck a nun ». J'imagine on ne peut pas battre une nonne. Elle avait l'air marrante, Ethel Merman. Mais je crois qu'elle était très copine avec Mary Martin, donc c'était... C'était peut-être avec affection. Voilà, c'est ça. Pas comme Patti LuPone. Je ne sais pas si vous avez suivi ce drama depuis hier soir. Patti LuPone, elle bitch, mais elle s'arrête plus, là. C'est... Contre Glenn Close, contre Audra McDonald... Là, ça va un peu trop loin, je trouve. Mais ouais, je crois qu'elle va se prendre un backlash, hein, parce que tout le monde dit que ça va trop loin, là, sur ce qu'elle dit. Ouais, là, c'est un peu abusé. Elle est drôle, mais il y a quand même un peu de limites dans ce qu'on peut dire. C'est toute une histoire, cette Patti LuPone. On va en reparler un peu plus tard. Bah oui. Alors, maintenant, parlons de la musique de Gypsy, en faisant un peu un passage en revue des différents numéros musicaux. À propos de la musique de Julie Stein en général, Sondheim écrit « Sa musique rappelait non seulement le vaudeville et le burlesque, mais aussi la comédie musicale à l'ancienne, simple, portée par les personnages, le modèle inventé par Rodgers et Hammerstein, dont Gypsy est un des derniers représentants et probablement le meilleur. » Donc en fait, Sondheim il estime, enfin c'est pas le seul, hein, que Gypsy c'est un des derniers grandes œuvres de l'âge d'or de la comédie musicale de Broadway finalement. Et donc qui est une espèce de somme absolue de ce que c'était ce type de comédie musicale à l'époque. Gypsy démarre très classiquement finalement par une ouverture qui annonce les futurs thèmes musicaux de l'œuvre, donc c'est particulièrement réussi ici je trouve, et notamment cette ouverture va commencer par les 4 notes du thème I Had a Dream, donc les fameuses notes tin 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 tin, qui est une phrase de Rose qui va revenir régulièrement dans la pièce. Alors, on va vous dire quelques mots des différents numéros de cette œuvre. Ça commence par May We Entertain You, qui devient ensuite Let Me Entertain You. C'est en fait un numéro qui va revenir à plusieurs reprises au fil de la pièce, chanté à chaque fois avec une signification et aussi une orchestration, voire un tempo différent. Donc, c'est un numéro qui s'apprécie au fil de ses variations dans la pièce. Oui, puisque ça va être la chanson du numéro des enfants au début, qui revient plusieurs fois dans plusieurs numéros différents. Puis, à la fin, ça va être la chanson du numéro de striptease de Louise. C'est justifié dans le récit parce que Louise doit improviser son numéro de striptease, et Rose fouille un peu dans ses partitions et ressort celle de ce numéro-là. Et dans cette dernière version, donc la version qui dans certains albums est appelée The Strip, c'est là qu'on voit Louise passer de la timidité dans son premier numéro de striptease à une confiance absolument éclatante. Et en fait, c'est un numéro qui va faire une avance rapide où on va voir juste l'espace d'une scène, finalement, l'espace d'un numéro, Louise devenir une star.
Et donc, on comprend aussi que certaines paroles, comme par exemple "We'll have a real good time", n'a pas la même signification selon qu'elle est chantée par une jeune enfant comme l'était Baby June ou par une jeune femme en train de faire un striptease comme Louise. Oui, je me suis fait complètement cette réflexion. Même chose pour une phrase comme I will do a few tricks, voilà, des choses comme ça. Bon, ça peut avoir au début juste un sens, je vais faire des tours, je danse super bien et tout, puis après ça peut avoir un sens beaucoup plus sexuel évidemment. Deuxième chanson de la comédie musicale, la chanson Some People, qui est donc classiquement la I Want Song de Rose, celle pendant laquelle elle va exprimer ses aspirations. Et littéralement, en fait, dans cette chanson, elle indique que même si certaines personnes, les Some People du titre, se contentent d'un mode de vie normal, elle n'est clairement pas de ces gens-là et elle fera tout pour réussir et mener à son sens donc une vie exceptionnelle. Oui, elle a un côté très condescendant, tous ces gens qui jouent au loto et qui payent leur loyer, enfin voilà, les gens normaux, quoi, ça c'est pas pour elle, quoi. Et c'est une chanson assez forte, vraiment, d'affirmation de ce personnage au début de la pièce, qui clairement pose le personnage. Dans le livre de Sondheim, donc Finishing the Hat, qui est absolument une somme exceptionnelle pour avoir plein d'infos sur l'écriture des chansons, il explique qu'il trouve qu'il y a quelque chose d'un peu étrange dans la façon dont la chanson démarre, parce qu'en fait, juste avant le début de la chanson, en fait, elle s'adresse à son père. Son père a un peu marre que Rose parte dans ses délires, veuille faire de ses filles des stars alors qu'elle n'y arrive pas du tout. Elle vient demander de l'argent à son père. Son père lui dit non mais c'est bon, là je te donne plus d'argent, on en est marre et tout, etc. Donc elle s'énerve sur son père et elle lui dit voilà, moi je veux me battre, machin. Et donc elle fait une exclamation très forte et ensuite la chanson commence très bas. Ça fait Some people can get a thrill. Et Sondheim lui dit que ça l'a toujours heurté que elle soit vraiment dans une puissance vocale juste avant le début de la chanson et après elle démarre très bas. Maintenant que je le sais, à chaque fois je l'entends, je me dis ah oui c'est vrai. Et en fait, apparemment, pour pallier ce problème, ils s'en étaient aperçus en fait en répétition, Sondheim et Stein. Ils avaient écrit un truc avant le Some People, une espèce de partie chantée pour transitionner. C'était un truc où elle disait, elle insultait plus ou moins son père, et Telmerman a refusé de chanter ça. Elle a dit jamais mon public acceptera que je jure en m'adressant à mon père, un truc comme ça. Donc ils n'ont jamais pu utiliser ce bout de chanson qu'ils avaient rajouté pour ça. Some People a noté qu'elle a été reprise dans Glee par le personnage de Kurt lors d'une scène d'audition vers la fin de la saison 2. Je pense que ça a été intégré à la série suite au succès de la scène Rosie's Turn qui avait été chantée par Kurt en saison 1, mais on en reparle après. La chanson suivante dans l'intrigue, c'est Small World, qui est la chanson de la rencontre entre Rose et Herbie. Donc on n'a pas encore parlé du personnage de Herbie, c'est un agent à la retraite qui va rencontrer donc Rose et ses filles, et qu'elle va convaincre en fait de devenir leur agent, et qui va aussi avoir une relation amoureuse avec Rose. Et donc dans cette chanson Small World, que j'aime beaucoup, finalement elle le convainc qu'ils ont beaucoup de points communs. C'est plutôt bien écrit, et c'est funny, you're a man who loves children, etc. Puis après elle dit funny, I'm a woman with children. Tiens, c'est drôle, on a des points communs, on va pouvoir s'entendre, etc. Et ils vont pouvoir travailler ensemble, et plus, bien sûr, c'est à la fois un truc de business et un truc d'amour aussi. La mélodie est très belle, je trouve que ça annonce un petit peu la chanson People de Funny Girl quelques années plus tard. Chanson suivante, Mr. Goldstone, I Love You. Donc c'est une chanson que Rose adresse à ce fameux Mr. Goldstone qui se trouve être le booker du circuit Orpheum qui a décidé de donner une chance au numéro des filles de Rose et donc de programmer ce numéro. Donc voilà, elle est tellement contente que pour le remercier, elle lui offre plein de nourriture parce qu'ils étaient en train de fêter l'anniversaire de Louise, si je dis pas de bêtises, et voilà, ils avaient de la nourriture. Et cette chanson me fait un peu marrer parce qu'en fait, ça part dans tous les sens, ça lui offre de plus en plus de trucs et les paroles deviennent un petit peu n'importe quoi. Donc c'est vraiment une chanson, on va dire, d'euphorie communicative qu'elle adresse à ce booker. Oui, alors selon les versions, parfois la chanson s'appelle Have an Egg Roll, Mr. Goldstone. Donc elle lui propose un egg roll, donc genre un rouleau de printemps, enfin un nem, je crois qu'à la Philharmonie c'était traduit par nem dans les surtitres. C'est un des moments comiques du personnage de Rose. Elle est tellement survoltée qu'à la fin, à la place de dire Have an egg roll, Mr. Goldstone, elle lui dit Have a Goldstone, Mr. Egg Roll, ce qui est un peu drôle. Ce qui est amusant aussi, c'est que la chanson suivante est dans un style complètement différent, puisque c'est une chanson toute calme, qui va créer un gros contraste, en fait, puisque donc la chanson Mr. Goldstone est, comme on l'a dit, complètement survoltée, et là tout d'un coup c'est tout calme. C'est la chanson Little Lamb, où Louise, donc la future Gypsy Rose Lee, qui là est toute jeune et pas du tout encore sortie de l'emprise de sa mère, etc., on va y revenir,
elle est seule, elle s'adresse à l'agneau que sa mère vient de lui offrir, parce qu'on s'offre des agneaux comme ça, hein, c'est un peu bizarre comme cadeau, mais bon. Voilà, elle a un petit agneau mignon dans les bras, elle lui parle, et elle parle aussi à ses différentes peluches. Voilà, c'est tout tendre, et ça correspond au personnage là où il en est à ce stade de l'histoire, c'est-à-dire encore maintenu, on va dire, dans un état de petite fille. Et je trouve ça très touchant, notamment la phrase vers la fin, où elle dit « I wonder how old I am ». Donc ce petit moment qui nous fait réaliser que les filles de Rose sont placées dans un état finalement d'enfance perpétuelle, sans possibilité de grandir et de s'émanciper de leur mère. Et apparemment, les vrais June et Louise auraient effectivement longtemps ignoré leur date de naissance exacte parce que leur mère avait vraiment trafiqué leurs papiers pour les rajeunir ou les vieillir en fonction des nécessités pour avoir un tarif réduit ou alors contrevenir sur les lois des travail des enfants. Donc ce flou sur leur date de naissance et donc leur âge exact est resté jusqu'à tard dans leur vie apparemment. C'est fou ça. C'est vraiment un truc de manipulation psychologique très très fort quoi. Enfin c'est un peu terrifiant. Nouvelle chanson de Rose adressée à Herbie, c'est You'll Never Get Away From Me. C'est un moment où Herbie, il voit bien que Rose est prête à tout, finalement, pour la réussite de ses filles, etc. Et donc il hésite à la quitter. Et donc elle lui fait cette déclaration d'amour qui est ambiguë. Hein. You'll never get away from me, à la fois ça peut être un truc amoureux, mais en même temps c'est un peu menaçant, quoi. Hein. Jamais tu m'échapperas, finalement. Donc à la fois c'est agréable à écouter, c'est enjoué, c'est une belle mélodie, mais ça montre une face manipulatrice de Rose et l'emprise qu'elle peut avoir sur son entourage, et je trouve qu'il y a plusieurs chansons dans Gypsy qui sont comme ça, et qui sont super intéressantes justement parce qu'on a cette ambivalence-là sur le personnage de Rose du début à la fin. Chanson suivante, If Mama Was Married. C'est un duo des deux jeunes sœurs, un duo très chouette parce que je trouve que c'est vraiment le moment où on comprend qu'elles sont solidaires dans cette adversité et finalement qu'elles souffrent toutes les deux autant de la situation. Là où on aurait pu croire qu'il y aurait une forme de rivalité puisque clairement June est davantage mise en valeur que sa sœur. Oui, c'est vrai. Dans beaucoup de versions, c'est assez touchant finalement. En peu de scènes, ce qu'ils arrivent à faire sur la relation entre June et Louise. La chercheuse Stacey Wolf, que nous aimons beaucoup, que nous citons souvent, cite cette chanson, If Mama Was Married, comme exemple de ce qu'elle appelle les Female Collaborative Duets, donc les duos collaboratifs féminins, qui sont des duos où deux femmes se soutiennent l'une l'autre ou font des projets ensemble. Et elle trouve plusieurs exemples de ce type de duo dans la comédie musicale de cette époque. Elle cite d'autres exemples issus de Cinderella ou The Sound of Music, des comédies musicales contemporaines donc de Gypsy. Je crois qu'elle parle aussi de Guys and Dolls Marry the Man Today. La chanson suivante est chantée et dansée par Tulsa, qui est donc un des jeunes hommes qui fait partie du numéro de June et Louise. La chanson s'intitule All I Need Is the Girl. Et en fait, dans cette chanson, Tulsa expose à Louise le numéro qu'il a imaginé en duo dansé, en expliquant donc que tout ce qui lui manque, c'est effectivement une partenaire. Alors c'est le solo d'un personnage finalement secondaire, qui paraît pas forcément extrêmement utile à l'intrigue, mais qui est quand même très plaisant, qui est aussi un des rares moments vraiment dansés de l'œuvre, finalement, avec une démonstration de talent d'un jeune interprète masculin qui à chaque fois suscite les applaudissements, etc. Parce que on a vraiment un solo de danse, de claquettes, etc. qui est souvent impressionnant. Et maintenant nous arrivons au numéro final de l'acte 1, la chanson éclatante Everything's Coming Up Roses. En termes d'intrigue, elle arrive à un moment, donc c'est un solo de Rose, à un moment où Rose vient d'apprendre que June vient de fuir pour se marier avec Tulsa, justement, et pour continuer sa carrière seule, elle essaie d'échapper à la houlette de sa mère, en trouvant une solution, c'est de se marier, de se barrer, quoi. Pour Stacey Wolf, ce numéro fait pleinement partie d'un corpus plus large qui est celui des Belted Aquan Fidali of Female Self-Assertion. Donc, grosso modo, les numéros féminins de fin d'acte 1 où des personnages féminins, s'émancipent et s'affirment. Dans ce corpus, elle cite Everything Coming Up Roses comme exemple ultime, mais il y a également des chansons comme Don't Rain on My Parade de Funny Girl, Before the Parade Passes By de Hello Dolly, And I'm Telling You de Dreamgirls et bien sûr Defying Gravity de Wicked. Donc ça fait vraiment partie finalement d'une tradition de numéros féminins empowerants. Et donc dans toute la liste que tu as donnée, c'est que des numéros qui sont ultérieurs. Donc finalement, peut-être que Everything's Coming Up Roses, c'est un des premiers grands numéros... Parce qu'on connaît les fameux finales d'acte 1 qui sont des ensembles, etc.
mais les finales d'acte 1 qui sont des solos féminins, peut-être que celui-ci est un des premiers grands exemples, quoi. Et qui est, encore une fois, hyper intéressant par son ambiguïté, parce que, voilà, t'as raison, c'est le personnage s'affirme, etc., mais c'est cruel aussi, hein, parce qu'elle, du coup, comme June est partie, Rose décide que maintenant elle va se concentrer sur Louise. Et c'est de Louise qu'elle va faire une star. Et en fait, elle ne fait que rediriger son comportement toxique vers quelqu'un d'autre, et elle fait comme si c'était ce que Louise voulait, mais on sait, nous, hein, le spectateur, la spectatrice, on sait très bien que pas du tout, Louise, elle a pas envie de ça. Donc là, c'est cette idée que Rose, c'est un personnage aussi qui se persuade de faire les choses qu'il faut, de faire les choses pour ses filles, mais qui en réalité ne travaille que pour elle-même. Et d'ailleurs, la fin de la chanson, c'est Everything coming up Rose is for me. And for you, il y a un truc un peu genre, on rajoute and for you à la fin parce que bon, voilà, il faut bien qu'elle dise que elle fait tout ça pour ses filles, etc. Mais c'est hyper ambigu, quoi. Et en plus, quand tu disais, elle dit qu'elle va faire ça pour Louise, il y a à chaque fois ce moment où, plus dans les versions évidemment cinématographiques ou télé, hein, on a une espèce de contre-champ sur Louise qui est en mode « ou merde !» Oui, c'est ça, complètement. Où on voit très bien que elle se doutait pas que ça allait se retourner comme ça et qu'elle allait être le centre de l'attention. Et dans le caractère ambigu de la fin des paroles que tu cites, on doit quand même rappeler que la chanson After Everything I've Done For You, That You Didn't Ask For dans Crazy Ex-Girlfriend, Ouais. c'est donc une parodie de ce numéro. Et on a également la même ambiguïté de Paula qui se présente comme mère sacrificielle en rappelant tout ce qu'elle a fait pour Rebecca, alors que Rebecca ne lui a rien demandé. Donc, c'est un mélange parce que c'est aussi une parodie de Rosie Stern, le numéro final de Gypsy, parce qu'il y a les lettres en néon avec le nom de Paula, etc. Mais c'est clairement le même type de dynamique entre les personnages qui est exprimé dans les deux chansons. Ouais. On démarre l'acte 2. Désormais, June n'est plus là. Rose, Louise et Herbie continuent de travailler ensemble, et on a la chanson Together Wherever We Go. Donc il y a un trio entre ces trois personnages, alors qu'ils se motivent pour continuer malgré les épreuves, parce que Louise, elle est pas très douée en vaudeville, contrairement à June, et du coup, ça galère encore plus qu'avant pour booker des spectacles, etc. Et donc, ce trio, c'est le moment où ils vont dire allez, on y va, il y a des problèmes mais c'est pas grave, et en plus on est inséparables, hein, Together Wherever We Go. Donc, c'est amusant parce que c'est une chanson qui est plutôt chouette dans ses paroles, qui hors contexte est plutôt très positive, mais là aussi, encore une fois, ambiguïté super intéressante. En contexte, on se demande un peu quand Louise et Herbie vont finir par lâcher Rose tellement ils en pourront plus de cette delusion, en fait, de la manière dont elles pensent qu'ils vont réussir toujours. Là aussi, c'est hyper intéressant cette ambiguïté. On peut lire les paroles d'une manière ou d'une autre. C'est passionnant. La chanson, par ailleurs, comporte quelques trouvailles sondaimiennes assez délicieuses, comme cette phrase que j'arrive jamais à prononcer. Every I-O-U-I-O, you-O. Je trouve ça très marrant parce que, en fait, ça veut dire chaque dette que je dois, tu la dois. Mais avec, on dirait que c'est un enchaînement de lettres incompréhensibles. Ou encore la quadruple rime he goes, she goes, no egos, amigos. Cette fin avec le mot amigos, donc ami en espagnol, qui apparemment a beaucoup plu à Cole Porter lors d'une soirée, c'est Sondheim qui raconte ça, lorsque Stein et Sondheim l'ont joué dans une soirée, qui venait de l'écrire, hein, elle n'était pas sur scène encore, et Cole Porter a fait, genre, il a trouvé ça incroyablement bien, et Sondheim dit que c'est un des moments, chaque fois qu'il croit qu'il y arrive pas et tout, se souvient de ce moment où Cole Porter a trouvé qu'une de ses rimes était géniale. Et j'aime bien cette anecdote. Autre numéro, You Gotta Get a Gimmick, qui est donc un trio des stripteaseuses que Louise rencontre parce qu'à un moment donné, elles vont être amenées à être programmées dans un club de burlesque. Et donc, ce trio féminin explique qu'elles doivent chacune avoir un truc pour retenir l'attention des spectateurs et un peu se démarquer, voilà, qu'on n'a pas forcément besoin d'être excellente, mais d'avoir un truc bien identifié. À dessein, c'est un numéro qui est souvent très vulgaire. C'est suggéré que ce sont des stripteaseuses qui sont vraiment pas très classe, voilà, dans un club un petit peu de bas étage. Et ce truc très sexuel du gimmick, ça va être souvent que, à chaque fois, elles vont mettre en avant une partie du corps en particulier. La Philharmonie, la version de la Philharmonie dont on parlera tout à l'heure, ça se matérialisait notamment par à chaque fois un costume qui mettait en avant soit les seins, soit les fesses de la danseuse. C'est un moment assez intéressant, c'est presque un spectacle dans le spectacle finalement, parce que Louise est assise et assiste à la démonstration de ces trois autres femmes.
Et c'est un moment intéressant parce qu'on comprend à ce moment-là que Louise est à la fois un petit peu effrayée, mais surtout très fascinée en fait par ces femmes qui se présentent à elle. Et ce numéro, qui est donc assez isolé du reste de la pièce, se suffit parfois à lui seul et apparemment il aurait été repris dans certaines pièces hommage à Jerome Robbins, dissocié en fait du contexte de Gypsy. Donc ça a presque un petit acte autonome qui se suffit à lui seul. Vient ensuite le presque grand final dont on parlait tout à l'heure, donc Rose's Turn, donc c'est le grand final, on va dire, avant une dernière scène de conclusion. Après avoir revu sa fille devenue une stripteaseuse adulée, Rose, seule sur une scène de théâtre, rêve de la star qu'elle aurait pu être. Et en fait, c'est un numéro vraiment iconique, mais qui a été ajouté simplement quelques jours avant la première de la comédie musicale. Oui, alors à l'origine, Jerome Robbins l'avait envisagé comme un dream ballet. Donc vous savez, c'est ces fameux ballets dans les comédies musicales, on va dire à partir des années 40, où on a par la danse figuré un peu tout le parcours du personnage. On est plutôt à la fin de cette mode des Dream Ballets, en 59, mais il y en avait un juste 2 ans avant dans West Side Story, donc de Jerome Robbins également. Et donc, dans ce Dream Ballet que Jerome Robbins avait imaginé, Rose voyait défiler les personnes importantes de sa vie. Et alors, dans son livre, Sondheim me fait trop rire. Il dit « Comment il a pensé pouvoir utiliser Ethel Merman dans un ballet ? On ne le saura malheureusement jamais. » Ça me fait beaucoup trop rire. Mais en fait, alors que les répétitions avaient déjà commencé, Robbins a dit « Je vais pas avoir le temps de chorégraphier ce numéro ». Et donc, il réclame une chanson à Stein et Sondheim. Je trouve ça toujours amusant de se dire à quoi tiennent finalement les éléments qui nous paraissent absolument essentiels dans une œuvre, parce que Rose's Turn, c'est tellement le final éclatant qui résume tout, etc. Et je sais pas, à quelques jours près, ça aurait pu ne pas exister. Enfin, je trouve toujours ça intéressant. Et donc Sondheim raconte une session de brainstorming, apparemment Stein n'était pas là, donc c'était juste Sondheim et Robbins, où Sondheim a soumis à Robbins l'idée que dans cette chanson, Rose reprenne des mélodies déjà entendues dans la pièce auparavant, comme une sorte de résumé de la musique de Gypsy. Il présente ça comme une invention presque, alors que c'est devenu quelque chose d'ultra classique, le fait de reprendre des bouts déjà entendus pour faire une nouvelle chanson conclusive dans une comédie musicale. Et Sondheim fait remarquer qu'il y a un passage dans Rose's Turn qui fait référence à une chanson de Baby June et Baby Louise, donc quand elles sont petites. Mais cette chanson a finalement été coupée, c'est la chanson Mama's Talking Soft. Et donc, au sein de Rose's Turn, il y a ce passage-là qui ne renvoie à rien que le public a entendu avant. Alors Sondheim, il dit que c'est un petit regret de sa part, mais bon, finalement, c'est pas grave, ça fonctionne. Ce numéro, c'est un parfait 11 o'clock number, donc ce fameux grand numéro avant le final. Là encore, petite référence à Crazy Ex-Girlfriend, où on a aussi un 11 o'clock number à la fin de la série, qui s'appelle 11 o'clock et qui reprend justement des mélodies entendues auparavant. Il y a un élément assez marquant de ce numéro en termes de déco, qui apparaît, je crois, dans toutes les versions. C'est le nom de Rose, en fait, qui va apparaître en néon lumineux, comme si elle s'imaginait être la star du spectacle. Donc on a vraiment Rose écrit en énorme au fond de la scène. Le style des néons et la couleur, etc. change devant les versions, mais ça fait vraiment partie des trucs très iconiques, finalement, de Gypsy. Et j'avais une anecdote aussi racontée par Sondheim sur la fin de la chanson. En fait, Sondheim, il dit « J'étais très fier parce que j'avais réussi à convaincre tout le monde qu'il fallait pas que la chanson se finisse par une note triomphante, parce que le personnage est en train de péter un câble. En fait, ils décrivent, tous les créateurs de la pièce, finalement, décrivent Rose's Turn comme, ils disent un meltdown, donc un pétage de câble, finalement, de Rose, qui sait plus faire la différence entre le vrai et le faux, entre le spectacle et la vie, etc. Et donc, ils se disaient, cette chanson ne peut pas se finir sur une grande note triomphante, comme c'est toujours le cas, finalement, dans les grands numéros comme ça, féminins, de belteuses. Et donc, il avait convaincu tout le monde qu'il fallait que ça se termine sur une note dissonante, et pas sur un truc triomphant. Et donc, il répète comme ça, et puis finalement, il dit, j'étais sûr que Oscar Hammerstein, donc son mentor, allait être très fier de moi, parce que j'avais fait concorder, finalement, l'écriture musicale avec la psychologie du personnage à ce moment-là. Et Oscar Hammerstein lui a dit, non, il faut que ça se termine par une grande note éclatante, donc c'est ce qui est au final, dans Rose's Turn, ça se termine par For me, voilà, hyper puissant et tout. Et en fait, il expliquait parce que on a besoin que Ethel Merman ait ce moment triomphant à la fin du numéro pour que le public applaudisse avec ferveur, lui donne l'ovation qu'elle mérite, et puisse ensuite être psychologiquement prêt à la dernière scène, qui est la scène où les deux femmes, la mère et la fille, se parlent, etc., la conclusion de la pièce.
Et il disait que si le public était frustré de pas avoir pu applaudir Ethel Merman, il serait dans un état psychologique pas correct pour accueillir cette dernière scène. Donc je trouve ça super intéressant comme réflexion. Et du coup, Sondheim a dit, bon d'accord, cet accord majeur triomphant, ça correspond pas du tout, mais bon, je comprends, des fois finalement c'est le théâtre qui doit gagner versus la psychologie absolument, et je trouve ça super intéressant. Et c'est intéressant parce que ça se termine, Rosie Stern, par For Me, alors que Everything's Coming Up Roses se terminait par For Me and For You. Donc là, presque, dans Rosie Stern, elle a même enlevé le For You, quoi. Elle est vraiment que focalisée sur elle-même, quoi. Cette chanson, Rosie Stern, a été reprise également dans Glee. Moi, personnellement, c'est la première fois que j'ai entendu cette chanson, c'était dans cet épisode de Glee. Elle est interprétée donc à la saison 1 de Glee, dans l'épisode Trouver sa voix. Elle est interprétée donc par Kurt lorsque celui-ci redevient en quelque sorte lui-même après un passage où il a voulu un petit peu copier les comportements de Finn, qui était alors en train de se rapprocher du père de Kurt. Parce que, c'est son beau-père. Si vous en souvenez, voilà, la mère de Finn et le père de Kurt vont être ensemble d'ailleurs. C'est ça. Du coup, ils vont être plus ou moins demi-frères par alliance. À chaque fois qu'on raconte un élément de scénario de Glee, on est quand même en mode mais quoi? Oui, globalement. Mais c'est pas grave, on aime. Mais oui. Et ce numéro, moi, m'avait beaucoup marqué, voilà, cette première rencontre avec cette chanson. Et donc, en plus, c'est marrant parce qu'il y a des changements dans les paroles. Donc, évidemment, au lieu de dire Everything's Coming Up Rose, il dit Everything's Coming Up Kurt. Et donc, dans Rosie Stern, elle dit I had a dream, I dreamed it for you, June, etc. Puis, à la place de June, il dit Dad. Et à la place de Gypsy Rose Lee, il dit Rachel Berry. Ça marche super bien. Et comme dans Rosie Stern, apparaît sur scène le nom du personnage en néon avec marqué Kurt en énorme. Et ouais, je trouve que ça fonctionne pas mal. Un dernier mot ensuite sur les chansons coupées, puisqu'il y a plusieurs chansons qui avaient été écrites et testées, mais qui n'ont pas made it to Broadway, qui ont été supprimées avant l'ouverture à Broadway. Oui, alors plusieurs chansons ont été supprimées, notamment une chanson de Herbie qui s'appelait Nice She Ain't, qui en gros ils l'ont donné trop tard à Jack Klugman, donc qui était l'interprète. C'était une semaine à l'avant-première, il a pas du tout le temps de mémoriser quoi que ce soit, donc ils ont laissé tomber. Aussi la fameuse chanson Mama's Talking Soft dont je parlais tout à l'heure, qui a été supprimée, bon, déjà parce il fallait raccourcir un peu, mais en plus parce que la mise en scène demandait que les petites filles soient sur une plateforme en hauteur, et apparemment la petite fille qui jouait Baby Louise était terrifiée, donc ils ont laissé tomber. Et autre chanson coupée, Mother's Day, qui était une chanson pour un des numéros de Baby June, Smile Girls, dans laquelle Rose essayait d'apprendre aux filles, les girls là, qui accompagnent le numéro, à sourire. On avait aussi Who Needs Him, que Rose chante après le départ de Herbie, donc plutôt vers la fin de la pièce. Et Three Wishes for Christmas, qui était un numéro pour des stripteaseuses, en fait, similaire à ceux qu'on pouvait voir au Minsky's Burlesque, qui est une institution, en fait, du burlesque américain, où Gypsy Rose Lee performait. Donc tout ça, ça a été sacrifié. Alors, enchaînons ensuite avec une partie d'analyse sur les grands thèmes qui sont évoqués dans cette comédie musicale. Donc, comme on le disait tout à l'heure, Gypsy, c'est vraiment considéré comme l'apogée de l'âge d'or de la comédie musicale, une des dernières grandes œuvres de cet âge d'or avant que le genre ne se transforme profondément à partir des années 1960. Alors tout d'abord, c'est évidemment une comédie musicale backstage, même on va dire la comédie musicale backstage par excellence, parce que on a tout simplement une bonne partie des scènes qui se déroulent littéralement dans des coulisses de théâtre, puisque les personnages passent le plus clair de leur temps à errer dans des théâtres. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que ça parle aussi beaucoup des différentes formes de divertissement américaines de l'époque, à la fois de leur histoire, l'histoire de ces différentes formes, leur différence de légitimité, toutes ces subtilités entre les scènes vaudeville et de Broadway, le statut du spectacle de burlesque. Je trouve que c'est pas forcément facile à comprendre si on n'est pas très familier avec toute cette histoire-là. Par exemple, il y a aussi cette idée qui est suggérée à plusieurs reprises que dans les années 1920, le vaudeville, c'est déjà une forme dépassée. Et ça, je trouve que c'est plutôt intéressant à voir dans Gypsy, parce que à Hollywood, encore une fois, dans les films qu'on connaît bien, des années 40 et 50, le vaudeville, il va être considéré aussi comme une forme dépassée, mais au contraire, une forme qui va être célébrée au nom de la nostalgie.
Le vaudeville, c'est plutôt ah c'est chouette, c'était les good old days, et pas comme dans Gypsy, ah ben le vaudeville c'est nul, c'est ringard. Tu vois, je trouvais que c'était assez étonnant de le voir présenté comme ça. Je voulais faire un petit point parce que j'ai remarqué que le fameux Orpheum Circuit est très souvent mentionné dans la pièce. Mm-mm. Du coup, j'ai cherché ce que c'était. C'était une chaîne de théâtre qui faisait à la fois du vaudeville, mais aussi du cinéma, en fait. C'était multidivertissement. Ça a été fondé en 1886 et ça a fonctionné jusqu'en 1927. Donc on voit vraiment que c'est effectivement dans les années 20 que ce genre de circuit a un petit peu capoté. Et donc en 27, le Orpheum Circuit a fusionné avec une autre société et qui finalement est devenue une partie de la société Radio Keith Orpheum, la fameuse RKO, le studio de cinéma états-unien. Et Fred Astaire aussi avait beaucoup tourné évidemment avec Adele dans ce fameux circuit Orpheum. Et je crois qu'il y a encore un théâtre à Los Angeles qui a la devanture Ah ouais. du Orpheum Circuit. Alors maintenant rentrons dans ce qui fait, on va dire souvent, selon beaucoup de personnes, une grande qualité de Gypsy, c'est la profondeur psychologique. Sondheim lui-même dit que c'est la première fois qu'il a pu écrire pour des personnages vraiment complexes. Il le compare à plusieurs reprises à West Side Story, où il dit que la complexité psychologique, finalement, c'était pas le sujet dans West Side Story. Et là, il estime que c'est la première fois qu'une comédie musicale était aussi sophistiquée en termes de caractérisation des personnages. Le critique de théâtre Cliff Barnes écrit notamment que non seulement Gypsy est l'une des meilleures comédies musicales, mais aussi il a décrit Rose, je cite, comme l'un des rares personnages vraiment complexes de la comédie musicale américaine. Oui, et pour Sondheim, c'est un rêve de dramaturge parce que c'est une figure de l'aveuglement. Donc la self-delusion, le fait de s'illusionner soi-même. Et il se compare ça aux grands héros de théâtre comme Oedipe ou Othello. Et je trouve que ce côté delusion est justement assez bien rendu par l'attachement quasiment féroce, en fait, que Rose voue au genre du vaudeville, alors que c'est un genre qui est en train de passer de mode. Et même lorsqu'elle doit se rendre à l'évidence et constater que le vaudeville est une forme dépassée, elle veut être prête pour, je cite, quand elle va revenir. C'est toujours pas arrivé. Oui, voilà. Autre élément qu'on a déjà cité, eh bien, c'est cette figure, en fait, de la stage mom, donc littéralement la maman de scène. Hmm. Et bah voilà à quel point Rose l'incarne de façon emblématique. Stacey Wolf cite Walter Kerr qui décrit Rose comme the mastodon, le mastodonte de toutes les mères, de toutes les stage mothers, donc la stage mother d'entre toutes les stage mothers. Et ce que je trouve étonnant, c'est que il me semble que c'est vraiment dit qu'à la toute fin, donc justement lors de Rose Stern, que si Rose fait tout ça, c'est parce qu'elle aurait voulu avoir une carrière à elle et qu'elle ne l'a pas eu. Évidemment, j'ai envie de dire, on s'en doute parce que ça fait partie intégrante du personnage de la stage mom, mais c'est pas formulé d'emblée, tu vois, par rapport à un personnage qui serait beaucoup revenu sur ses propres gloires à elle, tu vois, et peut-être les petits quelques rôles qu'elle aurait tenus. Je trouve que c'est marrant finalement que ça intervienne qu'à la toute fin. Il me semble qu'il y a des petits indices au fur et à mesure, mais c'est pas vraiment le centre de la manière dont est décrit le fait d'être une stage mom dans cette pièce. Alors que souvent, c'est ce qu'on dit sur les parents qui mettent la pression sur leurs enfants pour qu'ils deviennent soit des stars ou soit des sportifs accomplis, etc. On dit c'est parce que eux, ils ont pas pu faire carrière, etc. Et c'est pas central dans ça, à part à la fin où elle part dans son délire, où elle se voit star elle-même. Effectivement, on est sur autre chose, on est sur une femme qui voilà, qui est prête à aller extrêmement loin pour pousser ses filles, qui a une espèce d'ambition démesurée. Quand j'ai revu le film de 62 là, il y a peu de temps, j'ai été frappée par un moment où Rose, elle veut faire croire que le proprio de l'hôtel où ils habitent essaie de la violer, elle fait genre au secours, au secours. Mais je t'aime. Qu'est-ce que c'est ça? Bah ça montre vraiment qu'elle est prête à aller très très loin pour réaliser finalement ses ambitions quoi. Et ce que je trouve assez intéressant aussi, c'est qu'elle est pas tant que ça condamnée par l'histoire. Elle est pas dépeinte comme un monstre égoïste qui ne cherche qu'à exploiter ses enfants. Justement, le portrait de cette femme est beaucoup plus subtil que ça. Et je pense aussi que par rapport à la véritable, entre guillemets, histoire de Gypsy Rose Lee, on fait pencher le personnage de Rose davantage vers une sorte de figure de mère sacrificielle que ce qu'elle a pu être. Je pense que la véritable Rose était vraiment très abusive. Enfin, je crois qu'il y a des trucs assez documentés d'absence de soins pour ses enfants, ne serait-ce que des soins médicaux, vraiment des actes de négligence reconnus, même je crois juridiquement. Enfin, je dis peut-être une bêtise,
Mais bon, tout cet aspect-là, vraiment très abusif, jusqu'à la négligence et à la maltraitance sur enfants, n'est pas vraiment montré dans la comédie musicale. Elle est plutôt, avant tout, dépeinte comme une mère qui ne se résout pas à laisser grandir ses enfants. Mais évidemment, est-ce qu'on a envie qu'ils grandissent, nos enfants? Mais évidemment, non. Ils resteront enfants à vie. Et j'ai trouvé assez touchant le moment où Herbie lui dit mais où est-ce que tu seras quand Louise va se marier? Et qu'elle a l'air de se dire quoi? Ouais. Oui, elle a pas capté que sa fille avait finalement, à ce moment-là de l'histoire, quasiment l'âge de se marier, donc... Ouais, oui, et vraiment, elle tombe des nues et elle dit ah mais c'est dans longtemps, ça n'arrivera pas tout de suite, c'est un bébé. Bah on comprend aussi en filigrane que c'est parce que elle ne se voit pas vieillir non plus. Voilà, elle refuse de vieillir. Donc voilà, c'est quand même assez touchant. C'est vrai, et ce qui est aussi touchant finalement, c'est aussi le personnage de Louise, hein, parce que on a dit que c'était adapté des mémoires de Gypsy Rose Lee, etc., mais on a tout focus, ce qui est normal, hein, parce que c'est le centre de la pièce, sur le personnage de Rose. Oui. Mais je trouve que le personnage de Louise aussi est très touchant, cette jeune femme qui est empêchée de grandir par sa mère finalement, et qui est gardée dans un rôle d'enfant, aussi dans un rôle de potentielle star du vaudeville, et c'est deux rôles dont elle ne veut plus au bout d'un moment. Et elle va même devoir changer de nom pour s'émanciper, même si elle garde le Rose dans son nom de scène. Je trouve ça quand même intéressant, hein. Elle a mis le nom de sa mère dans son nom de scène. Et finalement, Louise va devenir une femme en même temps qu'elle va trouver sa voie, donc sa voie qui est le striptease, le burlesque. Oui, parce que bon, faut quand même souligner le fait que clairement ici l'émancipation de Louise est liée à son adoption des codes d'une féminité très désirable. Je trouve qu'il y a aussi presque un petit côté makeover rom-com / teen movies où on est censé croire pendant toute une pièce qu'elle est laide, genre que voilà que Natalie Wood est vraiment à l'aidron. Mais à la fin, on lui enlève ses lunettes ou voilà, on lui met les cheveux en l'air et oh, en fait, c'est une jolie fille. D'ailleurs, c'est une révélation qu'elle se fait aussi à elle-même. Oh, en fait, maman, je suis une jolie fille. Voilà, comme si finalement elle avait été empêchée de voir ça pendant toutes ces années. Bon, c'est toujours un moment que je trouve un peu artificiel, mais on comprend le point dans la pièce. Oui, mais c'est ce moment où elle s'habille justement pour son premier striptease, elle se regarde dans le miroir, et elle dit ça, I'm pretty, comme si elle se découvrait pour la première fois finalement. Mais ce qui fait que je trouve pas ça trop problématique, c'est que c'est une découverte intime qu'elle fait pour elle-même, et pas pour autrui. C'est pas genre un mec qui débarque qui fait « Waouh, en fait, t'étais trop canon !» C'est elle se regarde, et elle se dit « Je suis devenue une femme finalement. » Alors peut-être que ça aurait pas dû être I'm pretty mama, je sais pas. En plus, c'est un peu triste en un sens qu'elle dit I'm pretty mama, mais Rose n'est pas là dans la pièce à ce moment-là. Donc c'est une chose qu'elle se dit à elle-même. C'est pour ça que je trouve ça finalement quand même un peu touchant. Et je voulais faire un point sur la scène finale, donc la fameuse scène qui est après Rosie's Turn, entre la mère et la fille, qui s'explique une dernière fois, etc. Et c'est assez intéressant parce que finalement, selon la manière dont c'est mis en scène, l'interprétation de cette fin ne va pas être la même. Elle est plus ou moins ouverte, plus ou moins optimiste. Donc, soit Rose et Louise, enfin Rose et Gypsy partent ensemble, quittent la scène ensemble, mais Rose se retourne une dernière fois vers la scène avec un air de regret. Ça, c'est ce qui se passe dans le film de 93, c'est ce qui se passe dans la version Bernadette Peters, et je pense, ayant parcouru le script, que c'est plus ou moins la version originale, on va dire, qui était induite par l'écriture du script. Soit un petit peu différent dans la version Imelda Staunton, on la voit se laisser attirer par les lumières de la scène, mais finalement se reprendre, courir rattraper sa fille et l'enlacer. On a aussi les versions où les deux femmes repartent ensemble en s'enlaçant, tout simplement, comme dans le film de 63, ou apparemment, si j'ai bien compris, dans la version 2024 avec Audra McDonald. Ça peut apparaître comme le plus optimiste, c'est effectivement une réconciliation entre les deux femmes. On peut aussi le voir comme le fait que Gypsy retombe finalement sous l'emprise de sa mère après s'en être émancipée. Oui, j'avoue que moi, j'avais vraiment juste vu ça comme une réconciliation. Je suis peut-être trop naïve. Non, mais je pense que c'est censé être une réconciliation, mais c'est vrai que moi, à chaque fois, je me dis, est-ce que c'est une bonne idée? Louise, est-ce une bonne idée de reprendre ta mère alors que t'avais l'air très heureuse? Bon, peut-être que finalement elle était pas si heureuse que ça, mais en tout cas, on voit qu'elle a vécu un long temps sans vraiment parler à sa mère et que ça lui a plutôt réussi. Et donc, est-ce que c'est forcément une bonne idée de repartir voilà, on sait pas, ça reste un peu en suspens. Et une autre option aussi qui existe, c'est l'option, là pour le coup très pessimiste, où Louise repart sans sa mère, qui elle reste sur scène et qui est finalement incapable de quitter
son hallucination, de sortir de ce délire dans lequel elle est rentrée avec Rosie Stern, où elle ne pense plus qu'à elle et à ses désirs de gloire qui ont peu de chances d'advenir finalement. Ça, c'est ce qui se passe dans la version Patti LuPone, et c'est ce qui se passe aussi, mais j'ai pas pu le vérifier par des images parce qu'il y a très peu d'images, je crois dans la version Angela Lansbury des années 70. C'est vraiment intéressant toutes ces variations de sens qui sont liées aussi finalement à la mise en scène tout simplement qui est adoptée. Et je me demande dans ces cas-là, surtout pour les versions on va dire scéniques, si c'est plutôt les stars ou les metteurs en scène qui sont à l'origine en fait de ces différentes interprétations, parce que ça dépend aussi, j'imagine, de la façon dont elles ont interprété la chanson qui précède. Enfin voilà, donc je me demande comment ça se négocie, tu vois. C'est parce que à chaque fois, c'est un choix de mise en scène qui est lié à un choix d'interprétation, mais qui va presque radicalement changer le sens de l'œuvre. Ouais, complètement, c'est super intéressant. Et ça me fait remarquer que, attends, si je dis pas de bêtises, les versions les plus pessimistes, ce sont les deux versions mises en scène par Arthur Lawrence, qui est donc le librettiste. Et c'est là qu'il les fait rester sur scène à la fin, incapables de reconnecter avec leur fille, quoi. C'est hyper intéressant. Mais je pense que aussi les stars, clairement, participent de ce choix. Chacune a une façon de voir son personnage qui lui est propre aussi, quoi. Parce que justement, on va parler des différentes versions au fil du temps et dire combien il s'agit à chaque fois de versions de stars. Alors déjà, bon évidemment, la version originelle a été construite, on l'a dit, autour d'une star, Ethel Merman. Et à noter que cette version donc originelle de Broadway n'est jamais partie à Londres, comme c'était souvent le cas pour les productions originelles déjà à l'époque évidemment. Pour la bonne et simple raison que apparemment Ethel Merman refusait de rester à Londres le temps nécessaire pour que la production soit amortie. Et pourtant, elle avait beaucoup envie de jouer dans une comédie musicale à Londres, mais elle ne le fera donc pas. Alors comme tu l'as dit, toutes les versions finalement de Gypsy vont être portées par des grands noms de la comédie musicale. Et aussi à noter qu'il existe un cast-album pour chaque grand revival. C'est pour ça que j'ai écouté je ne sais pas combien de versions de Gypsy pour préparer cet épisode. Donc le premier grand revival qui va avoir lieu, c'est celui qui va avoir pour star Angela Lansbury, cœur, en 73-74, puisqu'elle va d'abord jouer à Londres, puis ensuite à Broadway. Elle va recevoir le Tony de la meilleure actrice, et c'est donc, je l'ai dit tout à l'heure, une version qui est mise en scène par Arthur Lawrence. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'images de cette version de Gypsy, mais les quelques images que j'ai pu voir, son interprétation a l'air ultra intense. Je pense que c'était une très très belle version de Gypsy. Sondheim a beaucoup apprécié son interprétation de Gypsy, et ensuite il a retravaillé avec elle sur Sweeney Todd et sur Little Night Music. Dans son livre sur l'histoire des comédies musicales, Patrick Niedo précise que les producteurs avaient, je cite, par acquis de conscience, proposé le rôle à Ethel Merman, mais elle avait refusé. Le prochain revival majeur qui a eu lieu, c'est celui de 1989, avec pour le coup une actrice un peu moins connue, mais qui fait partie des interprétations, enfin souvent quand on parle un peu aux fans de Gypsy, elle sort du lot, c'est Tyne Daly. Ah, j'avoue que je la connaissais absolument pas. C'est donc une vedette de la télévision américaine. Elle est vedette de la série Kanye et Lassie, qui est une série policière américaine des années 80. Et même si ce n'est pas une grande voix de la comédie musicale, elle est, selon Patrick Niedo toujours, une des meilleures Momoros de Gypsy, tout en finesse. Donc voilà, c'est vraiment, on va dire, un travail sur l'interprétation du personnage, sans doute plus même que les chansons. Et elle a obtenu pour ce rôle le Tony Award de la meilleure actrice. Le revival suivant va être avec une grande star de la comédie musicale, Bernadette Peters, en 2003. Une production dirigée par Sam Mendes, une belle production mais qui sera un échec financier au point que l'équipe le cast en fait va descendre dans la rue pour promouvoir le spectacle menacé de fermeture après seulement quelques mois. Ah, je savais pas que ça avait été un échec. En tout cas, ce que je sais, c'est que le choix de casting avait été relativement controversé, le choix de Bernadette Peters dans le rôle de Rose, parce que c'est vrai que c'est un personnage qui semble pas tout à fait correspondre à la persona de Bernadette Peters. On n'imagine pas forcément Bernadette Peters en grande gueule, comme ça, hyper expressive, donc voilà, le casting avait été un peu critiqué. Ah, je sais pas, c'est étrange, parce que moi je la vois bien justement en stage mom abusif, enfin... Par exemple, dans Smash, elle était typiquement dans ce rôle-là, tu vois. Une autre sorte de stage bomb, mais c'est vrai, ça fonctionne aussi, ouais. Après, voilà, c'est peut-être quelque chose qui, à l'époque, ne correspondait pas à sa persona, tout simplement.
Anecdote, Bernadette Peters avait déjà joué dans Gypsy parce qu'elle avait participé à la tournée de la production originelle en 1961. Elle était une des petites filles qui accompagnait June dans son numéro de vaudeville. Ah, trop mignon. Et puis 5 ans après, finalement, assez peu de temps après, alors que le précédent avait fait un échec, faut essayer de comprendre les producteurs des fois, nouveau revival, cette fois-ci avec une énormissime star, Patti LuPone, en 2008. Et c'est une version qui est mise en scène encore une fois par Arthur Lawrence, qui est alors âgé de 91 ans quand même. Là encore, des critiques excellentes, notamment celle du New York Times, avec une interprétation de Patti LuPone tout en, on va dire, pas en finesse, hein, plutôt en gouaille extrême, un peu à la Ethel Merman apparemment. Une interprétation qui lui vaudra le 2e Tony Award de sa carrière, après celui obtenu par Evita en 1980, mais une version qui n'est pas encore là un très gros succès commercial. Patrick Niedo pointe que les échecs commerciaux justement de ces versions avec Bernadette Peters et Patti LuPone ont conduit un petit peu Broadway à s'interroger sur ce qui faisait le succès commercial d'une comédie musicale, parce que visiblement avoir une grande vedette n'était plus suffisant pour faire venir le public en masse, en tout cas à cette époque-là, on va dire au début des années 2000. Ah, c'est super intéressant parce qu'il y a aussi un peu, peut-être pas exactement la même période, mais les mêmes réflexions au niveau du cinéma, où au bout d'un moment les producteurs se sont rendus compte que c'était plus les grands noms de stars qui faisaient venir les gens, donc il faut un peu revoir sa copie en termes de stratégie commerciale, quoi. Ce que je me dis, à la même époque, un truc qui commercialement va cartonner, mais qui critiquement va être un peu dénigré, c'est Wicked. Enfin, qui a des interprètes connus, mais qui sont pas des immenses stars à cette époque-là, si je dis pas de bêtises. Non, non, complètement. Et c'est toujours aussi cette dialectique entre succès public et succès critique, parce que voilà, c'est Wicked, c'est Disney, les comédies musicales Disney qui déferlent la Broadway au début des années 2000. C'est ça qui marche auprès du public à cette époque-là. Pas un truc un peu introspectif d'une mère qui fait de... Là, c'est... Oui, il y a un décalage avec ce qui marchait à l'époque, quoi. Petite anecdote sur cette version Patti LuPone, on pouvait pas ne pas le mentionner, hein, c'est ce célèbre moment où Patti LuPone, pendant Rosie Stern, si je dis pas de bêtises, s'est interrompue pour engueuler un spectateur. Vous pouvez trouver ça sur YouTube, c'est absolument mythique. Elle engueule un spectateur qui filmait, ou qui parlait, ou qui... Pourquoi elle l'engueule déjà? Je sais pas. Je sais plus. Mais ce qui est bizarre, c'est que quelqu'un ait réussi à filmer ça. Oui. Parce que du coup, cette personne-là qui a son téléphone allumé ne se fait pas engueuler. Je ne sais pas, mais ça existe. Si vous tapez Patti LuPone Gypsy, même juste ça, à mon avis, vous avez assez vite. Patti LuPone. Oui, c'est ça. Donc là, c'est encore une fois, on voit le caractère, c'est fort, on va dire, de Patti LuPone, qui n'hésite pas à s'interrompre pendant un numéro pour engueuler un spectateur, ce qui est moyennement professionnel en vrai, mais bon. Continuons, parce qu'on n'a pas du tout fini sur les stars qui font des versions de Gypsy. Hein. Imelda Staunton, la célèbre actrice britannique que j'adore, reprend le rôle en 2015 à Londres, au Savoy Theatre. Elle recevra pour cette nouvelle version de Gypsy le Olivier Award de la meilleure actrice, absolument méritée. Là, pour le coup, il existe une captation officielle, donc que vous trouvez assez facilement, que j'avais vue il y a quelques années, j'ai pas eu le temps de la revoir, mais j'ai un excellent souvenir de cette version, je trouve qu'Imelda Staunton, elle joue extrêmement bien, ce côté très dévorant de cette mère, quoi. Une version qu'on a failli voir, mais qu'on n'aura finalement pas vue, à mon grand regret. Private joke. Pourquoi on n'a pas eu de place ? Parce que personne ne s'est occupé d'acheter des places en pensant que j'allais m'en occuper et que pour une fois je m'en suis pas occupée et du coup qu'il y avait plus de place. C'est vrai que ça c'est un regret quand même, parce que sur scène ça devait être assez ouf à voir, hein. Vraiment regarder des extraits, elle est exceptionnelle, Imelda Staunton. Et la version la plus récente, qui se joue donc actuellement, à l'heure où on vous parle à Broadway, une version donc avec Audra McDonald dans le rôle de Rose. Donc Audra McDonald, actrice de théâtre et de comédie musicale absolument ultra célèbre, ultra célébrée aussi, auréolée de je ne sais combien de prix. La particularité d'Audra McDonald, c'est que c'est une grande soprano. Donc c'est pas forcément intuitif comme choix, parce que, comme on l'a vu, les chansons dans Gypsy sont des chansons de belteuses, hein, d'actrices qui sont plutôt des mezzos finalement. Et donc ce choix a été assez critiqué, parce que Audra, c'est pas une belteuse. Et c'est vrai qu'en écoutant l'album, ça fait un peu bizarre d'entendre certaines notes chantées finalement en voix de tête, hein, en soprano, à pas mal de moments. Mais en même temps, on a eu, soyons clairs, pléthore de versions avec des mezzos qui beltent,
Donc, bon, un peu de changement, ça fait pas de mal, et je trouve que, en tout cas, à l'écoute de l'album, évidemment, on l'a pas vu sur scène et il y a très peu d'images qui circulent encore, c'est une version différente, mais intéressante. Apparemment, c'est Gavin Creel, donc acteur de Broadway récemment décédé à un âge très jeune. Ouais. Gavin Creel qui était donc proche de Dra McDonald et qui lui avait suggéré de jouer ce rôle, notamment parce que c'est un rôle qui avait jamais, sinon très peu, si je dis pas de bêtises, été interprété par des femmes noires. C'est vrai. Et voilà, donc elle était très proche de Gavin Creel et qui lui parlait dans sa loge tous les soirs. Bon, ça, c'est le côté un peu mystique. Mais voilà, elle s'exprime souvent sur tout ce qu'elle lui doit par rapport à ce rôle. Cette version de 2024 a été mise en scène par George C. Wolfe, qui est un metteur en scène très reconnu, notamment il y a déjà un petit moment pour la célèbre pièce Angels in America. Mais malgré tout, c'est une version qui a été moyennement reçue, je dirais, au global, à la fois par le public et les critiques. Ce revival a obtenu 5 nominations pour les Tonys 2025, donc on n'a pas encore la réponse le 8 juin. Il a été donc nommé pour les catégories meilleur revival. Audra a été nommée dans la catégorie meilleure actrice, ce qui porte son total de nominations à 11 nominations pour l'ensemble de sa carrière, un record. Danny Burstein est nommé pour le second rôle, donc dans le rôle de Herbie. Joy Woods également dans le second rôle féminin pour le rôle de Louise. Et la chorégraphie de Camille A. Brown est également nommée. Donc encore une fois, résultat début juin pour savoir si ces catégories seront remportées. Et on vous parle aussi de Gypsy parce que en 2025, donc c'est joué la première version française de l'œuvre. Là aussi avec une star. Le rôle de Rose est joué par Nathalie Dessay, donc la grande chanteuse d'opéra qui depuis quelques années fait pas mal d'irruptions dans le monde de la comédie musicale. Je me souviens notamment de Passion il y a déjà quelques années au Châtelet et là Sweeney Todd qu'elle va jouer le mois prochain, enfin dans 15 jours à peu près si je dis pas de bêtises, à l'Opéra National du Rhin. Elle était aussi dans Les Parapluies de Cherbourg, non, au Châtelet? Ah oui, bien sûr, oui. Elle jouait la mère. Dans le rôle de Louise, on a Neima Naouri, qui a la particularité d'être la fille de Nathalie Dessay. Et alors, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'un duo mère-fille joue Rose et Louise. Ça a été même mis en avant dans un article du New York Times il y a quelques semaines où vraiment ils ont interviewé le duo pour montrer que c'était quelque chose d'assez ouf, quoi. Alors qu'on aurait tellement dû avoir Judy Garland et Liza Minnelli. Oh là là, mais c'est vrai. Tu as trop raison. Là, je viens d'avoir une illumination. Les deux, ça leur est trop bien allé, non? Bah ouais, carrément. Et dans le rôle de Herbie, on avait Daniel Njolobé, qu'on connaissait parce qu'on l'avait vu dans un registre totalement différent. Dans La Petite Boutique des Horreurs, il jouait la plante, là, il faisait la voix de la plante Audrey 2. Chef d'orchestre de cette version française, Gareth Valentine, voilà, on a vu plein d'œuvres sur lesquelles il a travaillé, puisqu'il a fait des comédies musicales à Londres, mais il a aussi fait Singing in the Rain et 42e rue au Châtelet, Forum, au Lido, etc. Donc on le connaît bien. Et la mise en scène est ici assurée par Laurent Pelli. J'ai l'impression que c'est sa première mise en scène de comédie musicale. D'habitude, il est plutôt sur du théâtre ou de l'opéra. Alors, moi, cette production, je l'ai vue à Nancy le 31 janvier dernier et en fait à l'occasion de la toute première générale. Donc, bon, je peux pas non plus totalement me prononcer sur la version spectacle, puisqu'il s'agissait d'une répétition. Il y avait quelques problèmes de micro et je pense que les chanteurs et les chanteuses n'étaient vraiment pas en pleine voix, donc tout cet aspect-là, je ne le commenterai pas. Mais c'était bien quand même, j'ai quand même passé un très bon moment. La particularité de cette version, tu le diras aussi à Anna dans la version de Paris, mais c'est que c'est une scénographie très minimaliste. C'est presque plus une version concert qu'une production intégrale. Je crois que c'est ce qu'on appelle le semi-stage, justement un peu dans l'esprit de ces parapluies de Cherbourg qui avaient eu lieu au Châtelet il y a déjà quelques années. Donc ici, on est dans un dispositif où on a les musiciens qui sont au centre de la scène avec une sorte de jetée, voilà, qui fait tout le tour de ce parterre de musiciens et les comédiens donc, passent leur temps à passer sur cette jetée. Moi, personnellement, évidemment, j'ai regretté, j'ai trouvé ça un peu dommage de pas avoir plus de décors, pas avoir en quelque sorte une vraie production de Gypsy, mais voilà, c'est pas l'esprit du truc, c'est pas ce qu'ils voulaient faire.
Ça m'a aussi marqué que le choix en termes de costumes était assez porté vers le noir et blanc. Enfin voilà, c'était pas très flamboyant, on va dire, sauf peut-être quelques costumes de rose. Et ça donnait à l'ensemble un ton assez sombre. Ce que je voulais aussi mentionner, c'est que j'ai découvert l'œuvre par cette version. Parce que j'avais pas encore vu le film en réalité quand j'ai découvert ce Gypsy. J'aurais sans doute mieux apprécié si j'avais déjà des points de repère, tu vois, ne serait-ce que sur l'histoire, ce à quoi m'attendre tout simplement. Là, par exemple, j'ai été étonnée que la partie où elles étaient enfants dure si longtemps, mais en réalité, c'est le cas dans toutes les productions de l'œuvre. J'ai pas forcément été très subjuguée par cette version. J'avoue que j'ai trouvé Nathalie Edessé un peu en dessous de d'habitude, mais je pense qu'elle cherchait, là encore une fois, vraiment à se préserver pour la première représentation, donc on peut vraiment pas lui en tenir rigueur. En revanche, j'ai trouvé Naïma Naouri époustouflante dans son grand numéro Let Me Entertain You, donc ce fameux premier striptease plutôt vers la fin de la pièce. On la voit vraiment prendre confiance, et aussi on l'entend belter de ouf à la fin, ce que font rarement, je trouve, les interprètes de Louise, parce que souvent, c'est pas des chanteuses à voix, en fait, qui sont castées dans ce rôle. Donc là, je trouve que c'est chouette de l'entendre comme ça. Là, je vais donner mon avis sur la version que j'ai vue, mais ça va être globalement très proche de ce que tu as dit. Donc pour ma part, pardon, c'est évidemment la même version, mais je l'ai vue plus tard et pas au même endroit. Donc je l'ai vue à la Philharmonie en avril. Il y avait 4 dates à la Philharmonie de Paris. Cette version semi-stage avec pas vraiment de décor, juste des accessoires, j'avoue je m'attendais pas à ça et ça m'a un peu déçu. Comme toi, j'aurais voulu une version full stage du Gypsy parce que ça le mérite. Du coup, les comédiens ont pas beaucoup de place, ils jouent devant et derrière l'orchestre. Alors c'est très cool de voir l'orchestre, puis c'est logique dans le cadre de la Philharmonie, qui est un lieu qui met en avant la musique, etc. Et ça convient très bien aux moments instrumentaux, comme l'ouverture du premier acte et l'ouverture du deuxième acte, où c'est super de voir très bien l'orchestre. Mais on a l'impression que les comédiens sont agencés dans l'espace aux fonctions de l'orchestre, ce qui est quand même un peu... C'est une comédie musicale, les gars, donc normalement c'est l'inverse. Enfin, voilà, moi ça m'a un peu dérangé. Comme toi, Nathalie Dessay, j'ai trouvé bien, mais pas au niveau des grandes interprètes du rôle, et vocalement, c'était pas incroyable, je suis pas sûre que ça lui convienne totalement exactement, cette tessiture-là. Et du coup, ses chansons tombent un peu à plat, alors que, on en attend beaucoup quand même d'entendre Everything's Coming Up Roses, etc. Et il y a eu une petite déception à ce niveau-là. Et du coup, j'ai trouvé que, finalement, dans cette version, j'ai eu l'impression qu'elle était moins Rose-centric, donc centrée autour de Rose, et qu'elle donnait plus de place aux autres personnages, qui du coup étaient agréables. Naïma Naouri, je l'ai trouvé très très bien aussi, je suis d'accord avec toi, absolument touchante, absolument crédible dans sa transformation à la fin, là. La relation avec sa sœur était très touchante. J'ai beaucoup aimé la chanson Little Lamb, j'ai beaucoup aimé If Mama Got Married, donc le duo des deux sœurs. Également All I Need Is the Girl, qui est le fameux numéro du garçon là qui danse, et où c'était assez amusant la manière dont c'est mis en scène avec Louise qui essaie de participer à la danse du garçon, mais qui n'y arrive pas du tout, et du coup il y a un effet comique assez efficace. Le numéro des stripteaseuses aussi était assez marrant, avec 3 comédiennes pleines de personnalité. Donc c'était plaisant, mais moi il m'a manqué un petit truc. J'ai lu dans 2 critiques différentes, une sur le site Danse avec la plume et l'autre sur Musical Avenue, que pas mal de dialogues ont été coupés. Qu'apparemment il y a quand même 15 minutes de moins dans cette version que dans la version actuellement qui se joue à Broadway. Alors moi j'ai pas fait trop attention parce que je connais pas l'œuvre au point de savoir quand il y a des dialogues qui sont coupés, etc. Mais ça contribue peut-être à l'impression générale il manque un petit quelque chose, quoi. De profondeur, de puissance, quoi. Il m'a manqué un petit quelque chose. Dernière remarque, on est encore une fois, comme Compagnie, qu'on a vu récemment à l'Opéra de Massy, sur une version française, entre guillemets, donc où les textes théâtraux sont dits en français, mais où on switch sur l'anglais lorsqu'on passe aux chansons, ce qui est, voilà, moi me pose toujours un souci, je pense quand même qu'il vaudrait mieux que ce soit tout en anglais, soit tout en français, mais c'est une opinion personnelle. Et cette version qui s'est jouée peu de temps à Nancy et peu de temps à Paris est ensuite partie au Grand Théâtre du Luxembourg. Donc je sais pas si elle est en train de se jouer encore ailleurs actuellement. Nathalie Dessay, elle est sur Sweeney Todd, donc il y a peut-être une pause, mais ça serait bien que ça continue à tourner un peu, quoi. C'est dommage quand il y a genre 3 dates par-ci par-là et que c'est fini, c'est ralent. En tout cas, bon, en dépit de tout ce qu'on a dit, même si c'était semi-stage, c'était bien de le voir et continuer à produire des classiques qu'on ne connaît pas bien en France plutôt que de nous refaire des Chicago et compagnie. Voilà. Des Chicago et compagnie, mais pas et compagnie. Oui, pas et compagnie. Compagnie, c'est bien. De toute façon, compagnie va se jouer encore un certain temps, donc on est...
Et on en vient aux versions filmées, parce qu'il y a plusieurs adaptations filmées de cette comédie musicale. Et tout d'abord, le film de cinéma de 1962, donc distribué par Warner. Donc là, on est en 1962, donc on est dans cette fameuse période des années 60, où la comédie musicale essaie de se renouveler pour attirer du monde et tout, avec des énormes productions, des films assez longs, souvent en costume, souvent adaptés de Broadway. Donc on est 1 an après le succès énorme du film West Side Story, donc on est un peu dans cette même mouvance de production. Le scénario est confié à Leonard Spielglass, qui était un scénariste et dramaturge très expérimenté, et le film est réalisé aussi par un homme très expérimenté, qui est Mervyn LeRoy. Qui est donc réalisateur et producteur de studio, qui a travaillé beaucoup à la Warner, puis à la MGM, qui réalise vraiment des films à l'appel de la fin des années 20 à la fin des années 60, donc vraiment voilà, qui couvre toute la période des studios et qui a notamment réalisé plusieurs comédies musicales. Et parmi les films qu'on a déjà mentionnés à l'antenne de ce podcast, on peut citer Gold Digger of 1933 ou encore Le Magicien d'Oz, puisqu'il faisait partie d'un des 5 réalisateurs non crédités du Magicien d'Oz. Le rôle de Rose est tenu par Rosalind Russell, là encore, on va dire une vétéran de l'âge d'or, qui a une filmographie pléthorique sur toute la période classique, du début des années 30 à la fin des années 60, qui a une filmographie pas exclusivement, bien sûr, même du tout concentrée sur la comédie musicale. Je pense que parmi ces films les plus connus, vous connaissez peut-être la comédie loufoque La Dame du Vendredi, His Girl Friday, un film de Howard Hawks de 1940 dans lequel elle tient la réplique à Cary Grant. Et j'avoue, je l'avais pas reconnu, j'avais pas fait le lien, tu vois, alors que j'ai revu récemment La Dame du Vendredi. Et elle jouait également à Broadway. Elle était notamment la vedette de Wonderful Town de Bernstein à Broadway en 1953. Moi j'aime vraiment beaucoup cette actrice, notamment dans His Girl Friday, elle a vraiment une personnalité très forte, c'est cette manière de débiter les dialogues, cette voix un peu grave, enfin voilà, vraiment quelque chose. Et dans Wonderful Town aussi, moi j'adore, le cast album de 53, vraiment elle a une personnalité très forte quoi. Et alors en fait, Rosalind Russell et son mari, qui était producteur, qui s'appelait Frederick Brisson, voulaient à l'origine réaliser une version non musicale finalement de cette histoire de Gypsy Rose Lee, en adaptant directement les mémoires de Gypsy. Mais, si j'ai bien compris, je sais pas par quel phénomène contractuel, les droits du livre étaient liés à ceux de la pièce, enfin de la comédie musicale. Donc, ils ont dû finalement faire la version comédie musicale, alors qu'à l'origine, ils voulaient faire juste la même histoire, mais en non musical, quoi. Ce qui est assez étonnant, mine de rien, c'est que, enfin, c'est pas étonnant compte tenu, on va dire, des conditions de production, justement, de l'œuvre, mais on peut remarquer que Ethel Merman, qui, donc, venait de tenir la vedette à Broadway, n'est pas choisie pour l'adaptation cinématographique, et elle sera très déçue, évidemment, de cela, et en vaudra beaucoup à Rosalind Russell. Mais oui, parce qu'en plus, je crois que le studio avait, avant que Rosalind Russell débarque dans l'histoire, plus ou moins dit, s'il y a un film, ça sera toi qui le feras, etc. Et ça n'est pas arrivé, donc c'est quand même un peu scandaleux. Donc Rosalind Russell, elle a cette voix d'alto rock presque graveleuse, très reconnaissable, qu'on entend par exemple quand on écoute Wonderful Town, ce qui a causé des petits soucis, on va dire, pour l'enregistrement des chansons. Oui, elle a été doublée par Lisa Kirk pour certaines scènes chantées. Je pense un peu, on comprend bien, à la manière de la façon dont l'est Marilyn Monroe sur Les hommes pressent faire les blondes, c'est-à-dire juste quelques passages. Oui, c'est ce que j'ai compris. C'est-à-dire que sa propre voix chantée a été mêlée à celle de Lisa Kirk, donc qui est une contralto avec une voix aussi très belle, très très grave. Et effectivement, c'est plutôt bien fait parce que j'imagine que Lisa Kirk imite aussi un peu la voix de Rosalind Russell. Et du coup, c'est un peu compliqué finalement de savoir à quel moment Lisa Kirk s'est glissée dans les moments où Rosalind Russell était un peu plus faible vocalement. Mais du coup, la version complète chantée par Lisa Kirk, c'est celle qu'on entend sur la bande originale du film, mais c'est pas exactement celle qu'on entend dans le film final, qui mélange les voix des deux femmes. Par ailleurs, pour convenir à Rosalind Russell, la tonalité des chansons a été baissée, ce qui fait que c'est vraiment très très grave. Oui, je trouve que c'est bizarre parce que à plusieurs reprises, j'ai trouvé qu'elle attaquait les chansons de manière presque trop grave pour elle, enfin en semblant galérer un peu. Justement, le Some People, genre il commence vraiment super. Oh, c'est trop bizarre, je trouve. Et à chaque fois, on a l'impression qu'elle a du mal, quoi. C'est presque too much, ouais.
Sa prestation est pourtant saluée, hein. Elle gagne le Golden Globe pour la meilleure actrice dans la fameuse catégorie musical hors comédie. Dans le rôle de Louise, on a Natalie Wood, qui est donc une méga star à l'époque, hein, qui a avant été une child actress, mais qui est vraiment arrivée au rang de star avec La Fureur de vivre en 1955. Elle a ensuite enchaîné sur La prisonnière du désert en 56, La fièvre dans le sang en 61, et bien sûr West Side Story également en 1961. Alors ici, contrairement à West Side Story, Natalie Wood va chanter elle-même. Ce qui est assez logique parce que elle a quand même une jolie voix et ici il n'y a pas besoin d'une voix absolument sublime de soprano lyrique pour ce personnage. On peut souligner que le rôle a sans doute eu pour elle une résonance personnelle assez forte puisque, comme je le disais à l'instant, elle est une enfant star qui a été poussée par sa mère devant les caméras très tôt. Donc voilà, je pense que jouer le rôle de Louise a eu une résonance bien particulière. C'est vrai, j'avais pas pensé. Et moi je la trouve hyper bien. Moi, de toute façon j'adore Natalie Wood, je trouve que c'est une actrice incroyable. Et je la trouve à la fois trop mignonne au début et aussi qu'elle joue très bien le changement dans les scènes finales où elle va finir par tenir tête à sa mère. Ça m'a beaucoup perturbée lorsqu'elle apparaît, enfin voilà, ou quand elle prend le rôle de Louise donc en cours de film. Parce qu'au début, elle est censée vraiment jouer une fillette, mais elle a quand même 24 ans, donc il y a toujours cet effet un peu d'étrangeté qui, à mon avis, est ici renforcé par le fait qu'elle semble beaucoup plus âgée que l'actrice qui joue June, qui est censée être sa petite sœur, mais peut-être pas avec un écart d'âge aussi important. Du coup, voilà, je trouve qu'il y a ce moment un peu étrange où on ne sait vraiment plus quel âge elle est censée avoir à ce moment-là. Mais bon, ça fait partie du truc. Oui, finalement. Bah, j'avoue, ça m'a pas choqué. Moi, je me suis dit à ce moment-là qu'elle était ado. Bon, c'est vrai qu'elle fait un peu plus grande que ça, mais c'est vrai que dans aucune version, finalement, on est très au clair sur son âge. Elle est toujours jouée par des jeunes femmes, mais ça peut être entre 16 et, je sais rien, 30 ans, quoi. Sauf au début, bien sûr, où il y a toujours une petite fille qui la joue au début. Mais c'est vrai que j'ai regardé, et dans la vraie vie, entre guillemets, Louise avait 17 ans au moment où June, qui avait elle 16 ans, est partie à quitter la famille pour se marier, donc ce qui se passe finalement à la fin de l'acte 1. Alors ce film, j'avais beaucoup aimé la première fois que je l'ai vu il y a quelques années, sans doute aussi parce que je découvrais totalement l'œuvre, et que donc c'est quand même Gypsy, une œuvre étonnante, passionnante, surprenante à plein d'égards, donc ça m'avait beaucoup intéressé. J'étais un petit peu moins fan cette fois à la revoyure après avoir un peu écouté les albums et connu d'autres versions. Ça reste quand même un film plutôt réussi, mais il manque peut-être quelque chose, un petit peu d'âme dans ce film, quoi. Eh bien, donc moi, je confesse à nouveau que je ne l'avais jamais vu. Enfin, pas jusqu'au bout, parce que je me rappelle avoir essayé de le voir et avoir décroché. Globalement, je trouve que le film, il traîne quand même pas mal en longueur et qu'il y a des passages aussi assez laids en termes de mise en scène. Globalement, on en reparlera, hein, mais j'ai comme toi trouvé ça très théâtral, on va dire dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire très artificiel et cinématographiquement vraiment pas du tout inventif. Je voulais quand même mentionner quelques moments que j'ai trouvé plutôt réussis. C'est d'abord les numéros vaudeville de June, parce que ils arrivent à peu près à ménager le côté, c'est censé être quand même un peu ridicule ces numéros, hein, c'est pas censé être des chefs-d'œuvre du vaudeville, mais quand on les regarde, on n'est pas non plus en train de se taper la tête, enfin, c'est un peu drôle, tellement c'est ridicule, ça reste un peu agréable à suivre, quoi. Il y a par exemple ce fameux numéro avec la vache, où dès qu'elle explique ce qu'elle a en tête, on se dit mais ça va être affreux. Avec Louise qui fait mou 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 mou. Et j'ai bien aimé donc, dans ce numéro-là la façon dont Rose reste sur scène tout du long du numéro. J'avais pas fait gaffe au début qu'elle était sur scène, parce qu'elle est sur scène et donc elle fait avec eux, mais elle a un costume qui est un peu dans les beiges, enfin dans les tons du décor du numéro. Du coup, elle se fond totalement dans le décor. Je sais pas si c'est fait exprès, mais je trouve que c'est bien vu ce moment-là, tu vois. Où elle est là, mais on la remarque même plus. J'avais même pas fait gaffe, ok, ah, c'est pas mal. Alors moi j'ai bien aimé Little Lamb, moi tu sais, il y a un agneau et il y a des peluches mignonnes, moi c'est bon, moi je fonds direct, on n'a pas besoin de plus que ça, et une jolie chanson et Natalie Wood, et c'est, voilà, moi j'adhère. Bon, moi j'avoue, j'ai trouvé ça un peu chiant, un peu gnangnan, mais c'est pas rédhibitoire du tout. Numéro sympa aussi, qui est en fait assez souvent sympa, c'est All I Really Need Is The Girl, avec une très belle choré de claquettes de l'interprète qui s'appelle Paul Wallace. Alors, je trouvais assez étonnante la façon très théâtrale dont cette scène est filmée, parce qu'on a ce long moment dansé qui fait presque studio désert. Enfin, c'est censé être dans une back alley justement de théâtre.
C'est typiquement un moment où on aurait pu verser dans quelque chose d'un peu onirique, tirer parti du médium qu'est le cinéma et des possibilités d'effets de montage pour nous montrer tout ce qu'il imagine, voilà, dans ce numéro qu'il présente à Louise. Mais pas du tout. C'est vraiment juste, voilà, on le filme en train de danser dans cet extérieur de studio. Et ce côté très dépouillé, finalement, apparaît comme un parti pris assez fort, qui est pas inintéressant, mais qui est donc de rester sur une version comme au théâtre. Oui, bah ça se rapproche de ce que tu disais, le côté théâtral de la mise en scène, c'est vrai que ça tire pas très souvent profit des caractéristiques propres du cinéma, ce qui est un peu dommage. Mervyn LeRoy, par ailleurs, il a fait plein de films où il le fait très bien, donc Oui. C'est étonnant. Il est peut-être, il est sur la fin, il fatigue. Poser sa caméra. C'est ça. Numéro aussi très réussi, comme il l'est aussi assez souvent, c'est You Gotta Get a Gimmick, donc avec les 3 stripteaseuses là. Je voulais noter l'une d'entre elles, qui est donc celle qui joue Mazeppa, la stripteaseuse qui a une trompette. Elle est ici jouée par Faith Dane, qui est en fait l'actrice qui jouait ce personnage dans la version originale à Broadway en 59, et donc qui a repris son rôle pour le film. Et j'avais une anecdote à propos de Faith Dane, c'est que lorsque Gypsy a été repris à Broadway sans elle, elle a en fait intenté un procès en disant qu'elle avait créé elle-même une grande partie de la caractérisation du personnage de Mazeppa. Le procès a échoué, mais les producteurs ont un petit peu pris peur que ça se multiplie, que finalement tous les acteurs qui avaient un peu mis leurs pattes sur les dialogues ou mis leurs pattes sur la caractérisation viennent dire qu'ils veulent des droits sur ça. Du coup, depuis, s'est installé dans les contrats une clause qu'on surnomme la clause Faith Dane, justement, dans les contrats des acteurs, qui accorde à la production les droits sur tout travail créatif effectué par les comédiens dans le développement de leur personnage. Intéressant. J'ai aussi vu, en regardant la page wiki du coup de Faith Dane, qu'elle était une seminal candidate aux élections à Washington. Apparemment, elle s'est très souvent présentée à des mandats sans jamais être élue. Oui, c'est ça. Autre chose qui est très bien dans le film, c'est Natalie Wood, ultra convaincante, notamment à la fin. Le tout premier numéro de striptease où on la sent gênée, mais quand même qu'on sent qu'elle y prend du plaisir. Elle le joue tellement bien. La petite bretelle baissée à la fin, quand elle sort de scène, quoi. J'adore, mais je me souviens, c'était le moment dont je me souvenais de la première fois que j'avais vu le film. Ça m'avait, je sais pas, émoustillé peut-être un peu, toi. Genre, elle fait clac. C'est trop, je sais pas, c'est hyper bien fait. Et après, le montage qui suit, qui monte son ascension, où on la voit de plus en plus pro et assurée, enfin, ça fonctionne hyper bien. Ouais, c'est chouette parce qu'on la voit prendre confiance en elle. On voit aussi que le faste du décor augmente au fur et à mesure. Donc voilà, on comprend qu'elle a du succès. Peut-être qu'elle se produit dans des théâtres de plus en plus prestigieux. Mais moi, je me suis dit, le fait que cette ellipse, plutôt ce montage ascension vers la gloire, là, il intervient dans la continuité de son premier essai. Je me suis demandé quel était le statut de Rose par rapport à ce succès, voilà, et même sa réaction face au succès. Est-ce qu'elle contribue à ce succès, par exemple en créant les numéros de striptease? Est-ce que c'est entièrement quelque chose qui est le fait de Louise? Comme Rose est totalement écartée à ce moment-là, je trouve qu'on ne sait pas exactement quelle est sa position par rapport à ce succès. Et dans la version du film, je trouve que c'est pas tout à fait explicité par la suite non plus. Ah ouais. Parce que pour moi, quand même, quand on la voit revenir à la fin, on sent qu'elles se sont pas vues depuis longtemps et que Rose, elle a été écartée. Après, c'est vrai que c'est pas très clair à quel moment exactement. Il y a un peu, on va dire, une ellipse sur cette partie-là de l'histoire, quoi. Je trouve quand même que la scène, en fait, les scènes de fin entre la mère et la fille fonctionnent super bien. À la fois celle qui est avant Rosie Stern, quand elle la retrouve dans sa loge, et celle qui est après et qui est la scène finale, c'est très convaincant pour moi. Oh ouais, elles sont toutes les deux très très justes et très touchantes, donc je suis d'accord avec toi, ça fonctionne tout à fait. Mais peut-être pour compléter un peu ce qu'on a dit, ce que tu as commencé à dire, c'est vrai que de manière générale dans le film, il y a une grosse sensation d'artificialité. On sent qu'on est en studio. Alors ça arrive souvent dans les films de l'âge d'or hollywoodien, on va dire, mais là j'ai toujours l'impression, j'ai pas du tout cru aux extérieurs par exemple. J'étais toujours là, ah oui, je vois très bien le toit du studio au-dessus enfin, tu vois, j'y croyais pas. Ah ouais, et puis parfois ça vire au grand kitsch, je pense à ce moment où elles sont en train d'essayer de créer un nouveau numéro après le départ de June, et qu'elles sont dans le désert, dans des tentes, et que du coup elles répètent a priori dehors,
Mais c'était tellement en carton-pâte que j'arrivais même pas à comprendre si elles étaient censées être vraiment dehors dans le désert, parce que c'est un peu saugrenu, ou dans un décor de théâtre. Après, j'ai compris qu'elles étaient censées être dans le désert, mais trop chelou, je trouve. Oui, elles sont dans le désert, mais on dirait quand même qu'il y a des éléments de décor qui sont des éléments de décor de théâtre qui sont posés là. Enfin, c'est pas clair, je suis d'accord. Et je trouve que ce côté artificiel est aussi un problème, notamment sur la fameuse scène où Rose découvre que June est partie et qu'elle chante Everything's Coming Up Roses. Elle s'adresse à Louise, elle lui annonce un destin fabuleux qui n'intéresse qu'à elle, évidemment. La mise en scène est correcte, hein, mais ça manque de flamboyance. Et c'est un peu attendu, quoi, avec Rose qui prend progressivement toute la place dans l'image, et Herbie et Louise qui se retrouvent à l'arrière-plan, tandis que Rose, qui se monte la tête toute seule, elle est là au premier plan. Je sais pas exactement ce qui fait cette sensation trop figée, c'est sans doute là encore le décor. Oui, je suis complètement d'accord. On a eu vraiment zéro effort de mise en scène cinématographique. Sur scène, ça aurait vraiment pas été différent. Voilà, on a un interprète qui s'avance et les autres qui se mettent en arrière-scène, en train de la regarder de façon totalement médusée. Je trouvais que ça rend hyper bizarre au cinéma. Et à la fin, en plus, on a une espèce de mouvement de caméra verticale puis latérale sur les fausses voies de chemin de fer avec un bruit de train qui s'éloigne. Enfin, quelle horreur de kitsch, quoi. Enfin, Tu vois, ça, je me souviens même pas. Mais c'est pour faire trop bizarre. l'entracte, quoi. Oui, c'est possible, je pense, dans une idée de raccord, ou parce qu'après, la scène qui suit, ils sont dans le train, justement, mais... Ah oui. Je voulais noter, comme je le fais souvent, hein, les modifications qui ont été apportées en termes de narration à l'histoire de Gypsy dans le film. On a l'ajout d'une voix off de Rose qui raconte l'intrigue, surtout au début. Alors je me suis demandé un peu pourquoi, parce que ça paraît pas forcément utile, le livret est quand même assez bien écrit pour qu'on comprenne. Peut-être une manière d'essayer de mieux lier les séquences entre elles, parce que c'est vrai qu'au cinéma, on a tendance à avoir plus envie de lier, alors qu'au théâtre, on accepte plus un enchaînement de scènes, pas forcément liées, mais bon, moi, je n'ai pas trouvé que c'était un ajout intéressant. Modification, la rencontre avec Herbie et donc la chanson Small World vont être avancées dans l'intrigue et vont précéder la scène avec le père de Rose et la chanson Some People. Donc là, je pense que c'était dans l'idée d'avoir une importance encore plus grande donnée au personnage de Herbie, son côté raisonnable, son côté paternel envers les filles. C'est bien sûr quelque chose qui est déjà présent dans la pièce, mais le film appuie sur cet aspect-là notamment, qui reste un peu plus subtil dans la pièce, je trouve. Dans la chanson Some People, là, je n'ai pas d'explication, j'ai pas fait de... Pourquoi, au lieu de chanter Hey LA, I'm coming your way, elle chante Hey New York, I'm coming your way. Déjà, ça sonne beaucoup moins bien parce qu'il y a une rime interne qui disparaît. Mais j'avoue, j'ai pas compris les implications, je sais pas, sur le monde du spectacle. Pourquoi dans cette version elle veut aller à New York et l'autre à LA. J'ai pas la ref. Ça doit être un truc là encore d'histoire du divertissement américain qu'on n'a pas. Est-ce que, je sais pas, genre comme on est dans un film, l'ultime évocation du spectacle, de la réussite dans le spectacle, c'est plus New York que Los Angeles, alors que... Au cinéma, on aspire à aller à New York et en théâtre, on aspire à aller à LA. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça, ouais. Non, j'ai pas compris cette modif. Alors, dans le film, il y a aussi un autre changement, c'est que June ne va pas épouser Tulsa, donc l'interprète, celui qui chante All I Really Need Is the Girl, mais un autre garçon de la troupe. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il voulait pas que, après avoir chanté cette chanson avec Louise, où on s'en entendait que peut-être il pouvait avoir une histoire, on voit qu'il épouse June, mais en fait c'est ça qui est vachement intéressant, c'est qu'elle s'est fait couper l'air sous le pied alors qu'elle est amoureuse de lui, et il part avec sa sœur, ça, et ça disparaît. Du coup, comme c'est un autre garçon, ça permet dans le film une séquence d'adieu entre Louise et Tulsa qui va renforcer l'idée qu'ils auraient pu avoir une histoire d'amour. Peut-être qu'ils voulaient un peu ajouter un petit truc amoureux à ce niveau-là. L'autre élément aussi qui est un petit peu modifié, c'est que June a seulement 13 ans lorsqu'elle s'enfuit pour se marier. Alors que dans la pièce, je pense qu'elle est censée être un petit peu plus âgée que ça. Et c'est vraiment un plot point, hein. C'est-à-dire que Herbie, quand il apprend ça, il est persuadé qu'elle n'a pas le droit de se marier. Et donc, il appelle la police, et en fait, il apprend que si, dans l'état où ils sont, à 13 ans, on peut se marier. Pays de gros pervs, excusez-moi, hein, mais voilà. Donc je sais pas pourquoi cette modification, qu'est-ce que ça apporte, à part ajouter un peu ce côté là aussi protecteur du personnage de Herbie. Peut-être lié au fait que l'actrice qui fait June fait vraiment jeune, donc il fallait peut-être justifier le fait qu'une actrice qui a l'air d'un enfant se marie, je sais pas, c'est un peu bizarre. Chanson qui a été coupée, mais qui a été tournée, mais qui ensuite a été coupée, c'est le trio, le fameux trio Together Wherever We Go. On l'entend un petit peu en version instrumentale à ce moment-là, quoi. On peut aussi trouver la chanson en très mauvaise qualité sur YouTube,
Le numéro est plutôt chouette, même si, à l'écoute, on se rend compte que Natalie Wood, sûrement en raison du changement de tonalité de la chanson, pousse des notes hyper hautes, la pauvre elle est pas du tout à l'aise, elle se retrouve à crier, donc c'est un peu dommage. Après, pourquoi ça a été coupé peut-être le film est déjà assez long, donc voilà. Après cette version cinématographique, on voulait mentionner une autre version filmée, cette fois pour la télévision. Donc il s'agit d'un téléfilm de 1993 diffusé sur CBS, dans lequel le rôle de Rose est joué par Bette Midler. Donc là encore une star, une légende de justement, quand on était en train d'expliquer qui était Bette Midler, à la fois pour moi c'est avant tout une très très grande vedette américaine, mais de quel média? On va dire c'est à la fois de la chanson, de la scène, du cinéma et de la télé, parce qu'elle a eu son propre show, le Bette Midler Show. Donc voilà, c'est une personnalité très 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 connue aux États-Unis. Elle est à peu près la même génération que Barbra Streisand, pour vous donner une idée. Et parmi les films les plus connus, vous aurez sans doute vu Hocus Pocus, donc un film de 93, d'ailleurs la même année que notre téléfilm, dans lequel elle fait une des trois sorcières. Alors moi qui ne suis pas du tout une exégète de Hocus Pocus, je ne saurais pas vous dire laquelle. Et plus récemment, on l'a vu également dans des séries comme Glee. On l'a vu également dans The Politician, dont je regrettais d'ailleurs il n'y a pas très longtemps qu'il n'y ait pas d'autres saisons. Mais ouais, c'était bien, ouais, je suis d'accord. Voilà Bette Midler qui joue le rôle de Rose. Et qui d'ailleurs a joué dans un film en 79 qui s'appelait The Rose, où elle jouait plus ou moins son propre rôle, je crois que j'ai jamais vu, mais un film plus ou moins culte sur une chanteuse, et quand même des choses à découvrir ce Bette Midler. The Rose, ça doit être intéressant quand même. Et elle joue aussi, en 90, dans le remake de Stella Dallas, autre figure de mère sacrificielle. Ah oui, c'est vrai. Ce téléfilm de 93, c'était un projet de longue date, donc de Bette Midler, avec le producteur Eric Lee Preminger, qui se trouve être le fils de Gypsy Rose Lee et du cinéaste Otto Preminger, parce que pourquoi pas, voilà. Ils étaient pas mariés, c'était un fils naturel, comme on dit. Le film est réalisé par Emile Ardolino, qui est connu comme le réalisateur de Dirty Dancing, et le scénario est écrit par Arthur Lawrence. Lui, il a toujours voulu garder sa patte sur Gypsy, parce qu'apparemment, si j'ai bien compris, sans ça, en fait, il n'avait pas envie à la base qu'une nouvelle version se fasse, donc je pense qu'on lui a demandé d'écrire le scénario pour que ça puisse se faire. Donc logiquement, le scénario va être très proche du livret original. Beaucoup plus proche que celui du film, en fait. On notera aussi que dans cette version, on reprend les chorégraphies originales de Jerome Robbins, qui sont donc notées comme recréées par Bonnie Walker pour le téléfilm. Et on notera aussi, pendant le générique, des images vraisemblablement d'archives de vaudeville plante un peu le décor. Donc voilà, on va dire dans cette volonté d'authenticité, de fidélité, on a ces archives qui sont, voilà, c'est pas très courant, je trouve, de voir ce type d'image dans les années 90. Peut-être que ils ont ressenti ça nécessaire aussi, parce que dans les années 90, plus personne sait ce que c'était le circuit vaudeville le des vaudeville, années. C'est clair. Donc fallait un peu remontrer à peu près à quoi ça correspond, quoi. Dans le rôle de Louise, on a Cynthia Gibb, qui est connue pour avoir, notamment, joué dans la série Fame, le personnage de Holly, de la saison 3 à la saison 6. J'ai jamais vu Fame, peut-être qu'un jour il faudra quand même qu'on voit cette série, Fanny. Carrément. Et alors, c'est amusant parce que petite, donc la version Baby Louise, est jouée par Elisabeth Moss, qui est toute petite, toute mignonne. Mais oui! L'actrice qui va faire une grande carrière, notamment en séries, The West Wing, Mad Men, le rôle principal de Handmaid's Tale, mais aussi dans des films comme Invisible Man. Enfin voilà, c'est une actrice qui a fait énormément de choses. Mais c'est trop marrant, on la reconnaît exactement, elle a la même tête, les mêmes mimiques et tout, c'est ouf. Et tu sais que c'est parce que tu as noté ça sur le document que je me suis dit hier à minuit, allez, je vais quand même essayer de regarder un peu cette version-là, parce que j'avais trop envie de voir Elisabeth Moss. Yes, j'ai trouvé un argument. Alors, une des choses qui m'a étonnée, c'est qu'au niveau des décors, finalement, ça ressemble pas mal au film de 62. Il n'y a pas d'énorme différence entre les deux versions en termes de mise à scène et de décors. Oui, de façon très perturbante. Enfin, en réalité, c'est tellement similaire. On a par exemple la même mise en scène chelou au moment de Everything Comes Up Roses, avec Rose qui s'avance, Herbie et Louise dans le fond. Enfin, vraisemblablement, là aussi, c'est copié sur les versions théâtrales. Et même jusqu'à la scène du striptease, elle a quasiment la même robe. Enfin, elle a aussi une robe verte, un peu genre fourreau. J'ai trouvé ça trop étrange, en fait, comme ressemblance. Oui, c'est ultra proche, finalement. Le numéro que j'ai bien aimé, c'est All I Really Need Is the Girl, qui fonctionnait bien avec le fait que Tulsa intégrait progressivement Louise au sein du numéro.
Ça fonctionnait plutôt bien. C'est celui qui m'est plutôt resté en tête. Globalement, c'est une belle version. Hein. Et justement, même si c'est pas très cinématographique, je trouve que c'est plus entendable pour une version télé. Je tolère plus le côté théâtral, un peu comme le téléfilm Annie, là. Oui, j'y ai pensé aussi. Bette Midler, on n'a pas encore parlé de son interprétation, elle fait, je trouve, une Rose assez attachante, plus que d'autres. Et c'est d'autant plus efficace, je trouve, parce que, en fait, chaque fois qu'elle fait un truc abusé, on est choqué, on est déçu, finalement, qu'elle fasse ça parce qu'on l'aime bien. Et donc, ça marche bien. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Elle a vraiment quelque chose de plus doux dans le regard, dans les attitudes, même dans la voix finalement que Rosalind Russell. Et elle est très attachante et donc effectivement d'autant plus ambiguë à plein de moments. L'acteur qui fait Herbie aussi est très bien. C'est Peter Riegert. Et alors, fun fact, c'est l'ex de Bette Midler. Puisqu'ils vivaient ensemble dans les années 70, début 80. Donc, petite retrouvaille sur le tard entre ces deux interprètes. Globalement, cette version-là, téléfilm, a été très bien reçue, beaucoup plus que le film de 62. Julie Stein, en particulier, en était fan. Et la performance de Bette Midler est considérée comme une des meilleures interprétations de Rose. Elle a notamment eu le Golden Globe de la meilleure actrice. Dans un téléfilm, je crois que c'est ça le titre. À noter qu'il y a eu à un moment un ou des projets, c'est pas très clair, de nouvelles versions, mais là pour le coup aucun ne semble vraiment plus avancé. Il y a 10-15 ans, Barbra Streisand voulait jouer le rôle de Rose. Ah ouais, c'est vrai que c'est une des rares ultimate divas qui ne s'est pas emparée de ce rôle. C'est vrai, ça aurait été une bonne idée dans l'absolu. Et d'ailleurs, divers scénaristes, réalisateurs ont été embauchés au fil des années, mais bon, rien ne s'est trop concrétisé. Les dernières nouvelles datent de 2019, donc je pense qu'on peut dire que ça commence à faire un petit moment. Avec, à ce moment-là, comme scénariste et réalisatrice, ça devait être Amy Sherman Palladino, qui est la créatrice des séries Gilmore Girls et The Marvelous Mrs. Maisel. Bon, là, a priori, ça va pas se faire, et en tout cas, ça se fera pas avec Barbara, parce que là, je suis désolée, elle est trop vieille, elle a 83 ans. Ok, Rose, c'est un personnage de femme relativement d'âge mûr, etc., mais elle a pas 80 balais, quoi. N'exagérons rien. Tu vois, du coup, je me demandais qui est-ce qui pourrait jouer Rose dans les vedettes d'aujourd'hui. Meryl Streep aurait pu la jouer. Ouais, carrément, mais oui. Elle aurait été géniale. 75 ans, elle commençait à être trop âgée pour ça, quand même. Ouais, si vous avez des idées de casting, dites-nous. Et donc voilà, on arrive à la fin. Incroyable. Et oui, encore un long épisode de All That Jazz. On n'est plus là très souvent, mais du coup, quand on vient, on fait des tartinades. C'est ça, là, c'est quand même 2 heures d'enregistrement. Eh bien, on vous rappelle que il ne faut pas perdre les bonnes habitudes de nous noter sur vos applications de podcast préférées, de nous mettre des petits commentaires, de interagir avec nous sur les réseaux sociaux pour faire de All That Jazz le podcast le plus écouté de la galaxie. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. À bientôt. Salut, salut.